Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Dossiers Beaton. Imaginez un village des Highlands où la brume cache autant de secrets que le fond sombre du lac, où le vent porte les ragots plus vite que le téléphone, et où un simple policier roux préfère la compagnie de son chien à celle de sa hiérarchie. Ce soir, nous retournons à Locksdove pour une affaire inédite. Alors que le village se prépare à célébrer le tourisme, la fête tourne court, lorsqu'un corps est découvert dans les eaux glacées. Qui on voulait à l'ambitieux président du comité? Alors, avant de vous installer confortablement, pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner. Mais seulement si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez suivre cette enquête jusqu'à son terme. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages aux quatre coins du monde. À présent, éteignez les lumières, mettez éventuellement un léger bruit de fond comme le crépitement d'un feu ou le souffle du vent, et que le mystère commence ce soir. Voici Hamish Macbeth, qui trouble les eaux. Chapitre 1. Une aube glaciale à Lockdube. La brume matinale s'accrochait aux collines entourant Lockdube comme une vieille couverture de laine grise et humide. C'était une de ces matinées d'août où l'été écossais semblait avoir pris des vacances anticipées dans le sud de la France, laissant derrière lui un air frais et une humidité pénétrante qui s'insinuait sous les portes mal isolées. Dans le petit poste de police qui servait aussi de domicile aux représentants de la loi locale, le calme régnait encore. Hamish Macbeth, grand, roux et passablement dégingandé, était assis à sa table de cuisine en bois usé. Il tenait une tasse de thé fumant entre ses longues mains, le regard perdu vers la fenêtre où la condensation perlait déjà. À ses pieds, Lugs, son chien bâtard au pelage ébouriffé et aux yeux implorants, posa un museau humide sur le genou de son maître. Hamish soupira, un son long et profond qui semblait venir du tréfonds de son âme de Highlander. « Je sais, Lugs, » murmura Hamish d'une voix douce. « Tu sens l'orage arriver, n'est-ce pas? Et je ne parle pas seulement de la météo. » Le chien émit un petit gémissement et donna un coup de queue timide contre le pied de la chaise. De l'autre côté de la pièce, perché sur le haut du vieux buffet en chêne, Sonsi, la chatte sauvage que Hamish avait apprivoisée, ou plutôt, qui avait daigné accepter l'hospitalité de Hamish, observait la scène avec un dédain royal. Ses yeux jaunes, fendus d'une pupille noire verticale, fixaient l'agent de police sans cligner. Elle feula doucement, un son rauque qui n'avait rien d'agressif, mais qui signalait simplement qu'elle trouvait l'agitation émotionnelle du chien tout à fait pathétique. « Toi aussi, Sonsi, » dit Hamish en se tournant vers elle. « Tu n'aimes pas quand le village s'agite. Et aujourd'hui, Lockdube va être plus agité qu'une ruche dans laquelle on aurait lancé un caillou. C'était le jour de la toute première journée du Loch. Une invention, ou plutôt une malédiction, selon le point de vue de Hamish, Malcolm Drury, le nouveau président du comité touristique, avait décidé que Lockdube manquait de dynamisme. Cet ancien avocat venu d'Inverness, avec ses manières de ville et ses costumes en tweed trop neufs, avait décrété qu'il fallait mettre le village sur la carte. Il avait organisé des concours de pêche, des promenades en barque payantes et, comble de l'horreur pour les locaux habitués à leur tranquillité, un grand stand de dégustation de soupe au saumon. Hamish but une gorgée de thé brûlant. Il détestait le changement. Il aimait sa routine, ses patrouilles qui consistaient surtout à vérifier que les moutons n'étaient pas sur la route et à s'arrêter pour bavarder ou glaner des informations, comme il préférait le dire avec les habitants. Cette fête signifiait des touristes, des voitures mal garées et surtout la présence insupportable de Malcolm Drury qui aboyait des ordres dans son mégaphone depuis 2 jours. « Allez, » dit Hamish en se levant, « le devoir nous appelle, même si le devoir ressemble à une foire commerciale. » Il enfila sa casquette de police, ajusta son uniforme qui flottait toujours un peu sur sa carrure maigre et ouvrit la porte. Lugs se précipita dehors, nez au vent, tandis que Sonsi restait prudemment à l'intérieur, préférant la sécurité du buffet aux inconnus qui allaient bientôt envahir les lieux. Dehors, l'air sentait le varech, la tourbe brûlée et, curieusement, le poisson bouilli, signe que les préparatifs culinaires avaient commencé tôt. Hamish descendit le petit sentier qui menait vers le front de mer. Le village semblait encore endormi, les rideaux des cottages blanchis à la chaux étaient tirés, seules quelques mouettes criaient au-dessus de l'eau noire et immobile du loch. Locksdube Aesh, le lac noir. Il portait bien son nom ce matin. L'eau ressemblait à une plaque d'obsidienne liquide, insondable et menaçante. En approchant du vieux ponton en bois,
Hamish remarqua que quelque chose clochait. L'alignement des barques, habituellement impeccable grâce à la rigueur d'Ewan Ross, le guide de pêche, était perturbé. 2 embarcations s'entrechoquaient doucement avec un bruit de bois mouillé. Toc, 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 rythmé par le clapotis de l'eau. Hamish plissa les yeux. Sa vue était excellente, héritage de ses ancêtres qui surveillaient les vallées pour repérer le gibier ou les ennemis. Il vit une forme sombre, une masse qui n'avait rien à faire là, coincée entre les coques des 2 barques. Son cœur accéléra, non pas de panique, mais avec cette adrénaline froide qui saisit les policiers lorsqu'ils savent que leur journée vient de basculer. Il pressa le pas, ses bottes crissant sur les graviers. Lugs, sentant la tension de son maître, cessa de trottiner et se colla à sa jambe, le poil de l'échine hérissé. Arrivé au bord du quai, Hamish se pencha. Ce n'était pas un sac de matériel oublié. C'était un homme. Il flottait face contre terre, son kilt de cérémonie aux couleurs du clan Drury, se déployant autour de lui comme une méduse de laine tartane. « Oh, non !» souffla Hamish. Il reconnut immédiatement la chevalière en or massive à la main gauche qui agrippait encore, dans un dernier spasme, le rebord d'une barque. C'était Malcolm Drury. Hamish jeta un coup d'œil rapide autour de lui. Personne. Le village dormait encore, ou du moins, il faisait semblant. Il s'agenouilla sur les planches humides du ponton et, avec un effort, attrapa le tissu de la veste de l'homme pour tirer le corps vers lui afin de voir le visage. Malcolm Drury n'avait plus son sourire condescendant. Sa peau avait pris la teinte cireuse et grisâtre de la mort. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le ciel vide avec une expression de surprise totale. Mais ce fut ce que Hamish vit ensuite qui lui fit serrer les mâchoires. Sur la tempe droite de Drury, une plaie béante et violacée témoignait d'un choc violent. Il avait heurté quelque chose, ou quelque chose l'avait heurté. Plus troublant encore, une corde de nylon jaune vif était enroulée autour de sa cheville gauche. Pas simplement emmêlée par le hasard de la noyade, mais nouée. Un nœud complexe, serré, qui semblait lier le cadavre à l'un des anneaux d'amarrage sous la ligne de flottaison. Hamish se redressa lentement. Il sortit un paquet de cigarettes bon marché de sa poche, en tapa une contre sa main, puis se ravisa et la rangea. Ce n'était pas le moment. « Ce n'est pas un accident, mon vieux Lug, » dit-il à voix basse. Malcolm ne s'est pas contenté de glisser. Quelqu'un l'a aidé à descendre, et s'est assuré qu'il ne remonte pas. Il entendit alors un bruit de pas précipités derrière lui. Le claquement sec de chaussures de ville sur le bitume, suivi du bruissement de tissu synthétique. « Monsieur Macbeth! Monsieur Macbeth !» Hamish ferma les yeux une seconde, priant pour un peu de patience. Il connaissait ces voix. C'étaient Nessie et Jessie Curry, les sœurs jumelles du village, les plus grandes commères que les Highlands aient jamais portées. Elles arrivaient en trottinant, identiques dans leurs imperméables beiges, leurs cheveux gris permanentés en boucles serrées qui défiaient l'humidité. « Nous avons vu la lumière du poste allumée », commença Nessie, le souffle court. « Et nous nous sommes dit que vous étiez bien matinal », enchaîna Jessie. « C'est à cause de la fête, n'est-ce pas ?» demanda Nessie. « Ou alors c'est à cause de ce qui se passe au ponton ?» finit Jessie, ses petits yeux perçants fixant le corps que Hamish tentait de dissimuler de sa large stature. Il était trop tard. Jessie poussa un cri perçant, une note aiguë qui fit s'envoler une nuée de corbeaux des toits voisins. « C'est Monsieur Drury! Il est mort !» hurla-t-elle, comme si elle annonçait le gagnant du loto. « Mort !» répéta Nessie, portant une main à sa bouche, bien que ses yeux brillassent d'une excitation morbide. « Nous le savions! Nous l'avions dit !» Pas plus tard qu'hier soir chez Monsieur Patel, Hamish leva les mains pour tenter de calmer le flux verbal. « Mesdames, s'il vous plaît, reculez. C'est une scène de crime. » Le mot « crime » eut l'effet d'une décharge électrique sur les jumelles. Elles se rapprochèrent l'une de l'autre, frissonnant de délices. « Un crime ?» chuchota Nessie. « Un meurtre ?» renchérit Jessie. « Oh, Hamish, c'est terrible. Mais vous savez ce qu'on dit. L'orgueil précède la chute, » dirent-elles en chœur, avec une synchronisation parfaite qui donnait toujours froid dans le dos à Hamish. « Il s'est fait beaucoup d'ennemis, vous savez, » glissa Nessie en baissant la voix sur un ton de conspiration. « Avec ses grandes manières et son mépris pour nous, les locaux, » ajouta Jessie. « Avez-vous vu comment il a parlé à Ewan Ross hier ?»« Une honte, » confirma Nessie. « Traiter un homme comme Ewan de braconnier devant tout le monde. »« Et la pauvre Kirsty de l'hôtel, » rappela Jessie. « Il voulait lui interdire de servir ses scones parce qu'il n'était pas assez authentique selon lui. » Hamish soupira. L'enquête n'avait pas officiellement commencé, il n'avait même pas encore appelé le quartier général de Strathbane,
Et déjà, les jumelles Curie lui fournissaient une liste de suspects et de mobiles. C'était la magie noire de Locdub. Ici, les secrets étaient aussi partagés que l'air qu'on respirait. « Mesdames, je dois vous demander de rentrer chez vous et de ne rien dire à personne pour l'instant », ordonna Hamish avec toute l'autorité qu'il pouvait rassembler, ce qui n'était pas grand-chose face aux sœurs Curie. Elles échangèrent un regard entendu. Elles allaient évidemment raconter cela à la première personne qu'elles croiseraient, probablement le pauvre Meux. Pas-elle en allant chercher leur lait, ou peut-être allait-elle réveiller le docteur Brody? « Bien sûr, Hamish, nous serons muettes, comme des tombes », mentit Jessie avec aplomb. « Venez, Nessie, laissons la police faire son travail. » Elles s'éloignèrent à petits pas rapides, leurs têtes se touchant presque, alors qu'elles commençaient déjà à murmurer frénétiquement. Hamish savait qu'avant que le soleil ne perce la brume, tout le village saurait que Malcolm Drury avait été assassiné, et probablement par qui, selon la version qui aurait la faveur des jumelles à ce moment-là. Hamish se tourna vers le corps flottant. Il devait appeler le docteur Brody pour constater le décès, puis, hélas, appeler l'inspecteur-chef Blair à Strathbane. L'idée de voir débarquer Blair, avec son visage rougeau, son haleine chargée de whisky et sa haine viscérale pour Hamish, lui donna presque envie de sauter dans le lac lui aussi. Il regarda une dernière fois le visage figé de Drury. « Eh bien, Malcolm, dit-il doucement, tu voulais attirer l'attention sur Locdub BH. Tu as réussi. Mais je crains que le genre de touristes qui vont venir maintenant ne soient pas ceux que tu espérais. Ce seront des hommes en bleu avec des rubans jaunes et des photographes de presse. » Lugs aboya une fois, sec, vers le lac, comme pour sceller le destin de cette journée. La fête du Loch était annulée, mais le théâtre des ombres de Locdub, lui, venait tout juste de lever son rideau. Chapitre 2. Le verdict du médecin. Hamish Macbeth remonta le sentier de gravier menant au poste de police, ses bottes lourdes soulevant un petit nuage de poussière humide à chaque pas. Lugs trottinait à ses côtés, jetant des coups d'œil inquiets vers le lac, comme s'il s'attendait à ce que le monstre du Loch Ness lui-même surgisse pour réclamer le corps du malheureux Malcolm Drury. Une fois à l'intérieur de la chaleur relative de la cuisine, Hamish s'empara du combiné du vieux téléphone noir à cadran. L'appareil semblait peser 1 tonne ce matin-là. Il ne s'agissait pas seulement d'annoncer une mort, il s'agissait d'inviter le chaos dans son sanctuaire. Il composa d'abord le numéro du docteur Brody. La sonnerie retentit 3 fois, longue et monotone, avant qu'une voix ensommeillée et grognon ne réponde. « Oui, qui est-ce à une heure pareille ?»« C'est Hamish, docteur. Je suis navré de vous réveiller, mais j'ai besoin de vous au vieux ponton. Tout de suite. »« Hamish ?» grommela le docteur. « Bon sang, mon garçon. Ne me dites pas que Merce Ellington a encore cru voir un rôdeur qui n'était qu'un mouton égaré ? C'est Malcolm Drury, docteur. Il est mort. » Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil, seulement troublé par le grésillement de la ligne. « Je vois, » dit finalement Brody, sa voix ayant perdu toute trace de sommeil. « J'arrive, ne touchez à rien. »« Ce n'est pas mon genre, » répondit Hamish avant de raccrocher. Il resta un instant la main posée sur le combiné. L'étape suivante était celle qu'il redoutait le plus. Appeler le quartier général de Strathbane. Appeler l'inspecteur-chef Blair. Il pouvait presque sentir l'odeur de whisky rance et de tabac froid traverser les fils téléphoniques rien qu'à l'idée de parler à son supérieur. Il décida de se donner un moment de répit. Il se versa une nouvelle tasse de thé, désormais tiède, et s'assit face à son scie. La chatte, sentant que l'ordre naturel des choses avait été bouleversé, s'était réfugiée sur le haut du réfrigérateur, d'où elle observait le policier avec une méfiance aristocratique. « Tu as raison, Sunsy, dit Hamish en soufflant sur son thé. Mieux vaut attendre que le docteur confirme les faits. Si je fais descendre Blair pour une simple crise cardiaque lors d'une baignade matinale, je finirai à la circulation à Glasgow avant midi. » 10 minutes plus tard, le bruit d'un moteur poussif se fit entendre. La vieille Volvo du docteur Brody dérapa légèrement sur les graviers avant de s'immobiliser devant le poste. Le docteur en sortit, sa valise médicale à la main, vêtu d'un imperméable jeté à la hâte sur son pyjama et d'une paire de bottes en caoutchouc dépareillées. Hamish le rejoignit dehors et ils marchèrent en silence vers le ponton. La brume commençait à se lever par lambeaux, révélant la surface huileuse du loch et, tragiquement, la tache colorée du tartan de Drury qui flottait toujours. Le docteur Brody, un homme petit, rond et au visage rubicond habituellement jovial, affichait une mine sombre. Il s'agenouilla près du bord,
pestant contre l'humidité qui s'infiltrait dans ses genoux, et commença son examen sommaire sans déplacer le corps plus que nécessaire. « Eh bien, fit Brody après un moment, en se relevant avec un craquement d'articulation. « Il est bien mort, Hamish. Pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour voir ça. »« La cause ?» demanda Hamish, les mains enfoncées dans les poches de son uniforme. « Noyade, très probablement. Mais regardez ici. » Le docteur pointa du doigt la tempe de la victime. Il a pris un sacré coup. La peau est déchirée, l'hématome est massif. Ça a dû le sonner complètement. Il est probablement tombé à l'eau inconscient. Ou on l'y a poussé, suggéra doucement Hamish. C'est possible, admit Brody en essuyant ses mains sur un mouchoir. Mais regardez cette corde à sa cheville. C'est curieux, non ? Hamish s'approcha. La corde jaune, en nylon tressé, était celle qui servait habituellement à amarrer les barques de location. Elle était enroulée autour de la cheville gauche de Drury, formant un nœud complexe, presque artistique. Ce n'est pas un nœud qui se fait tout seul en tombant, observa Hamish. C'est un nœud de chaise double. C'est fait pour tenir bon. On dirait qu'il a été attaché là. Pour l'empêcher de remonter à la surface, demanda le docteur avec un frisson. Ou pour maintenir le corps en place afin qu'on le trouve facilement ce matin, corrigea Hamish. Si on avait voulu le faire disparaître, on l'aurait lesté avec des pierres et jeté au milieu du loch. Non, docteur. Quelqu'un voulait que Malcolm soit la vedette de sa propre fête. Brody secoua la tête, l'air dégoûté. Quelle affaire sordide. Malcolm était un imbécile pompeux, je vous l'accorde. Il a passé la semaine dernière à m'expliquer comment réorganiser mon cabinet pour optimiser le flux de patients, comme si mes malades étaient des boîtes de conserve. Mais de là à le tuer, un bruit de gravier écrasé attira leur attention. Hamish leva les yeux. Sur le sentier qui longeait la rive, une silhouette massive se tenait immobile. C'était Ewan Ross, le guide de pêche. Ewan était un homme taillé dans le granit des Highlands, avec des épaules larges comme une porte de grange et un visage qui semblait n'avoir jamais souri depuis l'invention de la photographie. Il portait son éternel pull en laine huileuse et une casquette de tweed vissée sur le crâne. Il tenait une canne à pêche à la main, mais il ne pêchait pas. Il regardait. Hamish fit un signe de tête. Ewan ne répondit pas, se contentant de fixer le corps de Drury avec une expression indéchiffrable. « Ewan !» appela Hamish. « Tu es là depuis longtemps ?» Le guide s'approcha lentement, sa démarche lourde et mesurée. « Assez longtemps pour voir que la fête est finie. Macbeth !» répondit-il d'une voix grave qui roulait comme des galets dans un torrent. « Tu as vu quelque chose de suspect ce matin ? Rien d'autre que ce que tu as sous les yeux. Le président a finalement trouvé le fond du lac. Il voulait toujours aller au fond des choses, n'est-ce pas ? » Il y avait une pointe d'ironie amère dans la voix d'Ewan. Hamish se souvint de l'altercation publique 2 jours plus tôt. Malcolm Drury avait humilié Ewan devant un groupe de touristes potentiels, critiquant ses méthodes de pêche archaïques et menaçant de révoquer sa licence de guide au profit d'une agence plus moderne basée à Inverness. « C'est une bien vilaine blessure qu'il a là », fit remarquer Ewan en désignant la tempe du mort d'un coup de menton. « On dirait qu'il a embrassé une rame de trop près. »« Une rame ?» releva Hamish, ses yeux noisettes se plissant légèrement. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Parce qu'il en manque une sur la barque numéro 3, dit Ewan en pointant l'embarcation qui clapotait doucement contre le corps. Et Malcolm n'était pas homme à ramer avec les mains. Hamish regarda la barque. Effectivement, un tolet était vide. « Je vais devoir te demander de rester dans les parages, Ewan, dit Hamish. « Je ne vais nulle part, Macbeth. J'ai mes filets à réparer. De toute façon, avec ce spectacle, les poissons ne mordront pas. » Ewan tourna les talons et s'éloigna vers sa cabane, sans un regard en arrière pour le mort. « Un homme charmant, » murmura le docteur Brody. « Un homme en colère, corrigea Hamish. Et la colère dans les Highlands, c'est comme la tourbe. Ça peut brûler sous terre pendant des années sans qu'on ne voie de fumée, jusqu'à ce que le sol s'effondre sous vos pieds. » Le village commençait à s'éveiller pour de bon. Des volets s'ouvraient et Hamish pouvait voir des silhouettes curieuses se former aux fenêtres de l'hôtel Tummel Castle qui dominait la baie. La rumeur lancée par les sœurs Curie avait fait son œuvre avec une efficacité redoutable. Bientôt, la rive serait noire de monde. « Je dois appeler Strathbane », dit Hamish avec résignation. « Docteur, pouvez-vous rester ici 5 minutes pour empêcher les gamins de venir voir de trop près ? Allez-y, Hamish, mais faites vite. Angela m'attend pour le petit déjeuner et elle a préparé l'équipeur. Je ne voudrais pas qu'il refroidisse à cause de Malcolm Drury. Il m'a déjà assez gâché la vie vivant. » Hamish retourna au poste, l'estomac noué. Il composa le numéro du commissariat central. «
Poste de police de Lockdub. Hamish Macbeth à l'appareil, dit-il lorsque l'opérateur décrocha. Passez-moi l'inspecteur-chef Blair. C'est une urgence. Il y eut une longue attente, ponctuée de clics et de bruits de fond de bureau. Puis, une voix tonitruante, éraillée par des années de tabagisme et d'alcool, explosa dans l'oreille de Hamish. « Macbeth! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu sais quelle heure il est? Je n'ai même pas encore avalé mon café. »« Je suis désolé, monsieur, » dit Hamish en éloignant légèrement le combiné de son oreille. « Mais nous avons un corps. » Un corps? Un mouton mort sur la route? Un touriste qui a trébuché dans la bruyère? Malcolm Drury, monsieur, le président du comité touristique. On l'a trouvé dans le loch ce matin. Il semble qu'il ait été frappé à la tête et attaché à une barque. Un silence stupéfait suivit, puis la voix de Blair changea de ton. Elle devint mielleuse, avide, une tonalité que Hamish détestait encore plus que sa colère. Un meurtre? Un vrai meurtre? Pas une de tes inventions pour te rendre intéressant? Ça y ressemble beaucoup, monsieur. Le docteur Brody est sur place. Bien. Écoute-moi bien, Macbeth. Ne touche à rien. Ne parle à personne. Surtout pas à la presse. Si je vois ta tête de rouquin dans le journal local avant la mienne, je te fais muter sur une île tellement petite qu'il n'y a même pas de moutons. J'arrive avec l'équipe. Anderson, préparez la voiture. La ligne fut coupée brutalement. Hamish reposa le combiné avec un soupir. Voilà, Lugs, dit-il au chien qui le regardait avec compassion. Les barbares sont aux portes. Il sortit du poste et ferma la porte à clé. Un geste symbolique et futile. En se retournant, il vit que le petit groupe autour du ponton avait grossi. Mais ce qui attira son attention, c'était une femme qui se tenait un peu à l'écart, près de l'entrée de l'épicerie. C'était Morag Drury, l'épouse du défunt. Elle portait un manteau noir élégant, trop chaud pour la saison, et un foulard de soie qui cachait la moitié de son visage. Elle ne pleurait pas, elle se tenait droite, rigide comme un piquet de clôture, et elle observait la scène avec une intensité qui n'avait rien de celle d'une veuve éplorée. Elle semblait calculée. Hamish ajusta sa casquette. La journée allait être longue, très longue, et il avait la désagréable impression que le loch n'avait pas fini de livrer ses secrets. Chapitre 3. Une veuve de glace. Hamish laissa le docteur Brody surveiller le corps et les quelques curieux qui, bravant l'interdit tacite de la mort, commençaient à s'approcher du cordon de sécurité improvisé. Il remonta lentement la berge caillouteuse en direction de l'épicerie, ses bottes crissant sur les galets humides. Lugs, fidèle ombre rousse, trottinait à ses côtés, la queue basse, sentant l'humeur sombre de son maître. Morag Drury n'avait pas bougé. Elle se tenait près du vieux mur de pierre sèche qui bordait le parking de l'épicerie, droite comme un cierge d'église. Le vent du loch faisait claquer les pans de son manteau noir de belle coupe, mais elle ne semblait pas sentir le froid. Ses mains étaient jointes devant elle, serrant un petit livre de prière à couverture de cuir. Hamish s'arrêta à quelques pas d'elle, retirant sa casquette par respect, bien que le vent ébouriffa instantanément ses cheveux roux déjà indisciplinés. « Madame Drury », dit-il doucement. Elle tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, d'un bleu délavé, étaient secs. Aucune trace de larmes, aucune rougeur. Juste une clarté froide et terrifiante. « C'est fait, n'est-ce pas, monsieur Macbeth ?» demanda-t-elle. Le seigneur la rappelait à lui. Sa voix était calme, posée, dénuée de tout tremblement. C'était la voix de quelqu'un qui commente la météo ou l'horaire des marées, pas la mort violente de son mari. « Je crains que oui, madame », répondit Hamish, mal à l'aise face à cette maîtrise de soi. C'est le docteur Brody qui a confirmé le décès. Il semble qu'il y ait eu un accident, ou pire, un éclair passa dans le regard de Morag. Non pas de la surprise, mais quelque chose qui ressemblait à de la vindicte. Il n'y a pas d'accident, monsieur Macbeth, seulement des châtiments. Malcolm était un homme de grandes ambitions. Parfois, les ambitions nous mènent là où nous ne devrions pas aller. Elle jeta un regard vers le loch, vers la tache sombre entourée par les blouses blanches et les gilets fluo qui commençaient à s'agiter au loin. « Je dois vous poser quelques questions, madame », poursuivit Hamish, sortant son carnet de notes tout en maudissant intérieurement la procédure qui l'obligeait à tourmenter une veuve, aussi glaciale soit-elle. « Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois ?» Morag resserra son étreinte sur le livre de prière. Ses jointures blanchirent hier soir. Après le dîner, il était agité. Il parlait encore de cette fête païenne qu'il voulait imposer au village. Il disait qu'il devait aller vérifier les installations au ponton
s'assurer que personne ne sabotait son grand œuvre. Il est sorti vers 22 heures. Je ne l'ai pas revu. Il craignait un sabotage ? Releva Hamish. Un petit sourire méprisant effleura les lèvres minces de la veuve. Malcolm voyait des ennemis partout. Il pensait que ce village entier se liguait contre lui. Il disait que les gens d'ici étaient des arriérés, ingrats de surcroît, incapables de voir la lumière du progrès qu'il leur apportait. Il a mentionné Ewan Ross, bien sûr. Et cette femme, celle qui tient l'auberge, Kirsty Munro. Il disait qu'il complotait pour le faire échouer. Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton qui se voulait charitable mais qui sonnait comme une condamnation. Il avait bu, Monsieur Macbeth. Comme souvent ces derniers temps. Le whisky était son démon. Peu être athée, il simplement trébuchait. La justice divine emprunte parfois des chemins tortueux. Hamish nota mentalement la référence à l'alcool. Malcolm Drury buvait, c'était un fait connu, mais Ewan Ross avait parlé d'une rame manquante et d'un nœud complexe. L'alcool n'expliquait pas le nœud. « Madame » dit Hamish avec précaution, « quelqu'un a mentionné vous avoir vu au téléphone hier, à l'épicerie, en larmes. Était-ce avant ou après son départ ?» Pour la première fois, le masque de porcelaine de Morag se fissura. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et une teinte rosée monta à ses joues pâles. « Les gens d'ici ont la langue bien pendue et les yeux qui traînent, siffla-t-elle. J'ai appelé ma sœur à Glasgow, j'étais contrarié. Malcolm avait décidé de puiser dans nos économies personnelles pour financer ce concours de pêche ridicule. C'était l'argent pour ma retraite, Monsieur Macbeth. Il dilapidait notre avenir pour sa gloire présente. J'étais en colère, oui, mais je ne pleurais pas pour lui. Je pleurais pour ma propre sottise d'avoir cru qu'il changerait. Elle se redressa, lissant son manteau. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais rentrer prier pour le salut de son âme. Il en aura grand besoin. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et s'éloigna vers leur maison, une grande bâtisse victorienne qui surplombait le village, marchant d'un pas régulier et ferme. Hamish la regarda partir, perplexe. Elle n'avait pas demandé comment il était mort exactement. Elle n'avait pas demandé à voir le corps. Elle avait parlé d'argent et de châtiment divin. C'était une femme dure, pensa-t-il. Mais la dureté ne faisait pas nécessairement d'elle une meurtrière. Quoique, dans les Highlands, les rancœurs familiales faisaient souvent couler plus de sang que les guerres de clans. « Viens, Lugs », dit-il en remettant sa casquette. « Allons voir si l'autre ennemi de Malcolm est aussi charitable ce matin. » Il traversa le village, qui s'éveillait maintenant tout à fait. Les préparatifs de la fête donnaient à Lochdaube une allure grotesque. Des fanions triangulaires aux couleurs vives claquaient tristement au vent, attachés aux lampadaires. Une bannière bienvenue à la journée du Loch pendait de travers au-dessus de la rue principale, l'une des attaches ayant lâché durant la nuit. Hamish se dirigea vers l'auberge déjeuner, le petit établissement tenu par Kirsty Munro. C'était une maison modeste mais accueillante, aux murs recouverts de lierre, bien loin du faste prétentieux de l'hôtel Thomel Castle. En approchant, une odeur délicieuse et réconfortante vint chatouiller ses narines, contrastant violemment avec l'odeur de vase et de mort qu'il avait laissée au bord du lac. Ça sentait le pain chaud, la cannelle et le beurre fondu. Il contourna la maison pour entrer par la porte de la cuisine, comme c'était l'usage pour les locaux. La pièce était embuée de chaleur et de vapeur. Kirsty Munro était là, les bras enfarinés jusqu'aux coudes, en train de pétrir une masse de pâte avec une énergie féroce. Kirsty était une femme dans la quarantaine, aux joues rouges et aux cheveux châtains retenus en un chignon lâche qui menaçait toujours de s'effondrer. Elle avait ce genre de beauté robuste des femmes qui travaillent dur et ne s'en excusent pas. Elle leva les yeux quand Hamish entra, mais ne s'arrêta pas de pétrir. Elle frappait la pâte contre le plan de travail en bois, avec un bruit sourd et rythmé. Bam, bam. « Je sais pourquoi tu es là, Hamish », dit-elle sans préambule. « Les jumelles Curie sont passées devant ma fenêtre il y a 5 minutes. Elles avaient l'air de 2 corbeaux ayant repéré une carcasse fraîche. Malcolm est mort. »« C'est exact, Kirsty », répondit Hamish en s'appuyant contre le cadre de la porte. Lugs s'assit sagement sur le paillasson, reniflant l'air avec espoir. Kirsty, malgré la tension, attrapa un biscuit sec dans un bocal et le lança au chien, qui l'attrapa au vol avec un claquement de mâchoire satisfait. « Je ne vais pas faire semblant d'être triste, Hamish. Ce serait mentir, et tu sais que je suis une mauvaise menteuse. Ce type était un poison. » Elle s'essuya le front avec le revers de sa main, laissant une trace blanche de farine sur sa tempe. « Tu étais en colère contre lui, observa Hamish, à cause de la subvention. » Kirsty lâcha un rire amer
et reprit son massacre de la pâte à pain. La subvention? Si ce n'était que ça. Il a bloqué ma demande d'agrandissement pour la véranda sous prétexte que cela gâcherait la vue harmonieuse du village. La vue? Ma véranda donne sur l'arrière-cour de la poste. Il voulait juste me nuire parce que j'ai refusé de servir son whisky de marque lors de ses réunions de comité. Il voulait que j'achète ses stocks invendus à un prix d'or. C'était du chantage, pur et simple. « Où étais-tu hier soir, Kirsty ?» demanda Hamish, sa voix douce mais insistante. Elle s'immobilisa enfin. Ses mains restèrent posées sur la pâte, immobiles. « Ici. Je préparais les scones pour son maudit stand de soupe. Il m'avait obligé à en fournir 5 douzaines gratuitement pour la promotion du village, disait-il. J'ai passé la soirée à cuire, à emballer et à maudire son nom. Je n'ai pas mis le nez dehors. Quelqu'un peut confirmer cela? À part mon four et mon chat? Personne. Je vis seul, Hamish, tu le sais bien. » Elle le regarda droit dans les yeux, un défi muet dans le regard. « Tu penses que je l'ai tué? Que je suis descendu au lac, que je l'ai assommé et jeté à l'eau? J'ai peu être des bras solides à force de pétrir, mais je ne suis pas une assassine. Et si je l'avais tué, je l'aurais fait ici, avec mon rouleau à pâtisserie, pas en cachette dans le noir. » Hamish sourit malgré lui. Il croyait Kirsty. C'était une femme de tempérament, capable d'une colère explosive. Mais elle avait cette honnêteté brutale des gens de la Terre. Le meurtre prémédité, sournois, avec des nœuds marins compliqués, ne lui ressemblait pas. « Je devais te poser la question, Kirsty. C'est la procédure. » « La procédure ?» grogna-t-elle en recommençant à travailler sa pâte. « Attends que Blair arrive. Lui, il ne se contentera pas de poser des questions polies dans ma cuisine. Il va vouloir un coupable, et vite, pour pouvoir retourner à son bureau, boire son déjeuner. » Comme pour confirmer ses dires, un bruit lointain mais croissant se fit entendre. C'était le hurlement distinctif des sirènes de police, répercuté en écho par les montagnes environnantes. Le son montait et descendait, agressif, déchirant la paix mélancolique de la vallée. Kirsty jetta un coup d'œil par la fenêtre. Les voilà, la cavalerie de Strathbane. Tu ferais mieux d'y aller, Hamish. Ne laisse pas ce vautour de Blair piétiner mes massifs de fleurs s'il décide de venir ici. Hamish soupira et remit sa casquette. « Merci pour le biscuit, Kirsty. Et si tu as vu quoi que ce soit d'inhabituel hier soir, même un détail, j'ai vu une lumière, dit-elle soudainement, alors qu'il ouvrait la porte. Une lumière? Vers 11 heures. Je sortais les poubelles derrière. J'ai vu une lumière sur le loch, comme une lampe torche. Ça clignotait. Je me suis dit que c'était Ewan qui vérifiait ses barques, ou peut être des jeunes qui faisaient les idiots. Mais la lumière a disparu très vite. C'est tout. 11 heures, répéta Hamish, enregistrant l'information. Merci, Kirsty. Il sortit dans l'air frais. Les sirènes étaient tout proches maintenant. Il vit les gyrophares bleus se refléter contre les murs blancs des maisons, un stroboscope frénétique qui annonçait la fin de sa brève autonomie. L'inspecteur-chef Blair arrivait, et avec lui le bruit, la fureur et l'incompétence. Hamish gratta la tête de Luggs. « Prépare-toi, mon vieux. Il va falloir jouer aux idiots si on veut résoudre cette affaire avant qu'il n'arrête la moitié du village. » Il se dirigea vers la place centrale où les voitures de patrouille déboulaient déjà en crissant des pneus, manquant d'écraser les fanions tombés à terre. La véritable journée du loch commençait maintenant, et elle n'aurait rien de festif. Chapitre 4. Le cirque de Strathbane. L'arrivée de la police criminelle de Strathbane à Loch Dub avait toujours l'allure d'une invasion barbare, mais avec plus de paperasse et moins de dignité. 3 voitures de patrouille et une camionnette banalisée s'étaient garées en vrac près du ponton, bloquant l'accès à la camionnette de livraison de lait de M. Patel, qui klaxonnait timidement en arrière-plan. L'inspecteur-chef Walter Blair s'extirpa du véhicule de tête avec la grâce d'un ours sortant d'une poubelle trop étroite. C'était un homme corpulent, dont le visage rougeau témoignait d'une tension artérielle dangereuse et d'une dévotion quasi religieuse au whisky bon marché. Son costume gris, froissé aux entournures, semblait toujours une taille trop petite, et sa cravate était desserrée, révélant un cou épais et rouge de colère. « Macbeth !» hurla-t-il avant même d'avoir refermé la portière. « Macbeth, où te caches-tu, espèce de grand échalasse inutile ?» Hamish, qui se tenait à 3 mètres de lui, parfaitement visible, soupira intérieurement. « Je suis là, monsieur, » dit-il en s'avançant, les mains croisées dans le dos, dans une posture de fausse déférence. Blair le toisa avec un mélange de dégoût et de suspicion. Ses petits yeux porcins balayèrent la scène,
Le corps toujours dans l'eau, le docteur Brody qui attendait patiemment, et la foule de villageois qui s'agglutinait derrière le cordon de sécurité jaune. « Regardez-moi ça » cracha Blair. « On dirait jour de marché. Avez-vous vendu des billets, Macbeth ? Anderson, faites dégager ces badauds !» L'inspecteur Jimmy Anderson, le fidèle mais épuisé adjoint de Blair, sortit de la voiture côté passager. Plus jeune, le visage marqué par la fatigue de travailler sous les ordres d'un tyran, il adressa à Hamish un clin d'œil discret et complice avant de se diriger vers la foule. « Allez, tout le monde, circulez, il n'y a rien à voir », dit Anderson sans grande conviction. Blair, quant à lui, s'approcha du bord du quai. Il renifla bruyamment et Hamish perçut l'odeur rance de tabac froid et de pastilles à la menthe, censées masquer les excès de la veille. « Alors, qu'avons-nous » demanda Blair, en désignant le cadavre d'un geste vague. « Malcolm Drury, monsieur », rapporta Hamish de sa voix traînante. « Président du comité touristique. Coup à la tête et une corde nouée à la cheville. Un nœud de chaise double, pour être précis. » Blair se tourna brusquement vers lui. « Un nœud de chaise ? Ne commencez pas avec vos détails de boy scout, Macbeth. C'est un meurtre, c'est évident. Qui le détestait ?» Hamish prit un air pensif, comme s'il devait chercher la réponse au fond de sa mémoire, alors que la moitié du village aurait pu lever la main. « Eh bien, monsieur, il a eu une altercation publique avec Ewan Ross, le guide de pêche, il y a 2 jours, et il était en conflit avec Kirsty Munro de l'hôtel pour des histoires de permis. » Les yeux de Blair s'illuminèrent d'une lueur prédatrice. La simplicité, c'était ce qu'il aimait. Un guide de pêche, des nœuds, une dispute. L'équation était parfaite pour une résolution avant l'heure du déjeuner. Ross, hein ? Le gros type qui sent le poisson ? Je le connais. Un caractère de cochon. Où est-il ? Dans sa cabane, monsieur. Juste là-bas. Parfait. Anderson, on va chercher ce Ross. Et toi, Macbeth ? Blair s'approcha de Hamish, envahissant son espace personnel. Il pointa un index boudiné sur le torse du policier local. « Toi, tu restes ici. Tu surveilles le corps jusqu'à ce que les techniciens aient fini. Et surtout, tu ne te mêles pas de l'enquête. Je ne veux pas te voir jouer au détective. Tu es un agent de police rurale, Macbeth. Ta compétence s'arrête aux moutons égarés et aux ivrognes du samedi soir. Est-ce clair ? Cristal, monsieur, répondit Hamish avec une placidité exaspérante. Bien. Et fais-moi le plaisir de boutonner cette tunique correctement. Tu es une honte pour l'uniforme. Blair tourna les talons et marcha d'un pas décidé vers la cabane d'Ewan Ross, suivi d'Anderson et de 2 agents en uniforme. Hamish regarda la procession s'éloigner. Luggs, qui s'était caché derrière les jambes de son maître à l'arrivée de Blair, pointa le bout de son nez. « Tu as bien raison, Luggs, » murmura Hamish. « Mieux vaut rester à l'écart. Blair va foncer sur Ewan comme un taureau sur une porte de grange. Espérons juste qu'Ewan ne l'assomme pas avec une truite congelée, sinon nous aurons 2 meurtres sur les bras. » Resté seul avec le corps et les techniciens photos qui commençaient à flasher la scène sous tous les angles, Hamish laissa son esprit vagabonder. Blair avait mordu à l'hameçon d'Ewan Ross, ce qui était prévisible. Cela laissait à Hamish le champ libre pour s'intéresser aux détails que Blair, dans sa précipitation, allait inévitablement piétiner. Il s'approcha doucement de l'endroit où la barque numéro 3 était amarrée. Les techniciens l'ignoraient, habitués à le voir relégué au rang de meubles par Blair. Hamish observa le fond de la barque. Il y avait un peu d'eau, quelques feuilles mortes et quelque chose qui brillait coincé sous le banc de nage. Il jeta un coup d'œil rapide vers la cabane d'Ewan. On entendait la voix de Blair tonner, couvrant le bruit des vagues. Personne ne regardait. Hamish se pencha et, du bout de son stylo, récupéra l'objet. C'était un petit morceau de plastique rouge, dur, dentelé sur un côté. On aurait dit un fragment cassé de quelque chose de plus gros. Peut être un morceau de réflecteur ou une pièce de bijou fantaisie. Il glissa l'objet dans un petit sachet de preuve qu'il sortit de sa poche, puis enfouit le tout dans sa tunique. « Hamish !» Il sursauta et se retourna. Elspeth Grant, la journaliste du Logdube Gazette, se tenait derrière le cordon de sécurité, son carnet à la main et ses cheveux noirs en bataille fouettés par le vent. Elle portait un grand pull en laine rouge et un jean délavé. Ses yeux vifs pétillaient d'intelligence et de curiosité. « Bonjour, Elspeth !» dit Hamish en s'approchant de la limite autorisée. « Tu es là pour le scoop ? » « Je suis là parce que j'ai entendu Blair hurler depuis ma salle de bain, » répondit-elle avec un sourire en coin. « C'est Ewan qu'il va arrêter ? C'est sa piste préférée pour l'instant. Le pêcheur bourru contre le bureaucrate arrogant. C'est un classique. »
Elspeth fronça les sourcils. Ewan n'a pas tué Drury, Hamish. Il aurait pu être jeté à l'eau pour lui rafraîchir les idées, mais le tuer et faire des nœuds compliqués? Ewan utilise des nœuds simples, efficaces. Il n'a pas la patience pour l'artisanat macabre. Je suis d'accord, admit Hamish à voix basse. Mais Blair a besoin d'un coupable rapide pour pouvoir retourner à Strathbane avant que les pubs ne ferment. Et toi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Je t'ai vu ramasser quelque chose. Hamish lui fit on Clydale. Je ne vois pas de quoi tu parles, Elspeth. Je ne suis qu'un simple agent de la circulation sur ordre de l'inspecteur-chef. Mais dis-moi, toi qui as l'oreille qui traîne partout, as-tu entendu parler d'un problème avec les comptes du comité? Elspeth s'approcha, baissant la voix. C'est drôle que tu en parles. J'ai interviewé la secrétaire du comité, Mrs. Wellington, la semaine dernière pour un article sur la fête. Elle était nerveuse. Elle a laissé entendre que Malcolm gérait le budget de manière créative. Il y avait des factures pour des équipements que personne n'a jamais vus, comme des cordes en nylon jaune par exemple, demanda Hamish. Peut être, ou des éclairages coûteux. Hamish repensa à la lumière clignotante vue par Kirsty Munro. Intéressant. Merci, Elspeth. C'est donnant-donnant, Macbeth. Si tu trouves le vrai coupable avant Blair, je veux l'exclusivité. Si je trouve le vrai coupable avant Blair, répondit Hamish avec un sourire fataliste, je serai probablement viré pour insubordination. Mais c'est d'accord. Un cri retentit depuis la cabane d'Ewan. La porte s'ouvrit à la volée et Blair en sortit, rouge cramoisi, traînant Ewan Ross menotté. « Je vous tiens !» hurlait Blair. « Agression sur un officier de police, outrage et suspicion de meurtre. Embarquez-le !» Ewan ne se débattait pas, mais son regard était noir de fureur. En passant devant Hamish, il cracha par terre. « Dis à ton chef que s'il me touche encore, je le filette comme un saumon, » grogna Ewan. « Ça suffit !» aboya Blair. « Dans la voiture ! Et toi, Macbeth, nettoie-moi cette scène. Je veux un rapport sur mon bureau demain matin. On tient notre homme. L'affaire est pliée. » Hamish regarda la voiture emmener Ewan. L'affaire était loin d'être pliée. En fait, avec Blair aux commandes, le vrai désordre ne faisait que commencer. Et ce petit morceau de plastique rouge dans sa poche commençait à lui brûler la cuisse. Chapitre 5. Les secrets du grand livre. Une fois la tornade policière de Strathbane dissipée, emportant avec elle un Ewan Ross furibond et un inspecteur Blair triomphant, un silence étrange retomba sur Loxdube. C'était un silence lourd, électrique, semblable à l'air avant un orage d'été. Les mouettes avaient repris leur balai au-dessus du loch, indifférentes aux drames humains. Mais le village, lui, retenait son souffle. Hamish Macbeth resta un moment sur le quai désert, observant les ronds dans l'eau là où les techniciens avaient maladroitement repêché la casquette d'Ewan comme preuve irréfutable. Il savait pertinemment qu'Ewan perdait une casquette par saison et que celle-ci traînait probablement là depuis 3 jours, mais essayer d'expliquer la logique des marées à Blair revenait à tenter d'enseigner la philosophie à un navet. Il glissa la main dans sa poche, effleurant le petit fragment de plastique rouge dentelé. C'était sa seule piste tangible, une maigre pièce à conviction que Blair avait piétinée sans voir. « Viens, Lugs, » dit-il en se détournant du lac. « Allons voir si nous pouvons trouver un peu de bon sens dans ce village puisque la justice vient de le quitter. » Ils retournèrent au poste de police. L'intérieur sentait le renfermé et le chien mouillé. Hamish retira sa casquette et s'affala sur sa chaise de cuisine, poussant un long soupir. Sonsi, toujours perché sur le réfrigérateur, entr'ouvrit un œil doré, jugea que son maître n'avait pas de nourriture à offrir et se rendormit instantanément. « Tu as la belle vie, toi !» marmonna Hamish à l'intention du félin. « Pas de rapport à écrire, pas de chef qui aboie, et personne ne t'accuse de meurtre parce que tu as griffé le canapé. » Il se prépara une tasse de café lyophilisé, une mixture noirâtre qu'il tolérait plus qu'il n'appréciait, et sortit le fragment rouge pour l'examiner sous la lumière crue de l'ampoule nue. C'était du plastique dur, légèrement translucide. Une cassure nette sur un bord suggérait un choc violent. Cela ressemblait à un morceau de feu arrière de voiture ou peut être à une partie d'une lampe de signalisation. Il se remémora les paroles de Kirsty Munro. « J'ai vu une lumière sur le loch, comme une lampe torche. Ça clignotait. Si Malcolm Drury avait été sur une barque avec une lampe et qu'il avait été frappé, la lampe avait pu se briser sous l'impact. Mais pourquoi Malcolm, qui connaissait le loch, aurait-il eu besoin d'une lampe clignotante, à moins qu'il n'ait voulu signaler sa présence à quelqu'un?
Un rendez-vous, murmura Hamish. Luggs pencha la tête sur le côté, les oreilles dressées. Pas avec toi, mon vieux. Avec quelqu'un qui avait une raison de le tuer. Et ce n'était pas Ewan. Ewan n'a pas besoin de lumière pour naviguer sur ce loch. Il le connaît mieux que sa propre poche. Hamish termina son café d'un trait, fit une grimace et se leva. Il avait une visite à faire. Elspeth lui avait parlé de la secrétaire du comité, Mrs. Wellington. Si Malcolm avait détourné des fonds, les traces se trouvaient forcément dans les livres de compte. Et Mrs. Wellington, une veuve timide et perpétuellement anxieuse, était le genre de personne qui gardait des reçus pour tout, même pour une boîte d'allumettes. Il sortit, verrouillant soigneusement la porte, non pas par crainte des voleurs, car personne à Loch-Doub ne volerait la police, mais pour éviter que les sœurs Curie ne viennent inspecter ses placards en son absence. La maison de Mrs. Wellington se trouvait un peu à l'écart, sur la route qui montait vers la lande. C'était un cottage impeccable, entouré d'un jardin où les géraniums étaient alignés avec une précision militaire. Hamish frappa à la porte peinte en verre-bouteille. Il entendit des pas précipités, puis le bruit d'une chaîne de sécurité qu'on ôtait. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître le visage chiffonné de Mrs. Wellington. Elle portait un tablier à fleurs et tenait un plumeau comme une arme défensive. « Oh, monsieur Macbeth, c'est vous? J'ai cru que c'était... enfin, je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe... Bonjour, Mrs. Wellington. Puis-je entrer un instant? J'aimerais vous parler du comité. » Elle hésita, jetant un coup d'œil nerveux vers la route, puis ouvrit la porte en grand. « Entrez, entrez vite. On ne sait jamais qui écoute. » L'intérieur du cottage sentait la cire d'abeille et la lavande. Tout était d'une propreté intimidante. Hamish s'assit au bord d'un fauteuil en chintz, veillant à ce que Luggs reste sagement sur le paillasson. « Je suppose que vous êtes au courant pour Malcolm, » commença Hamish. Mrs. Wellington s'assit en face de lui, tordant son plumeau entre ses mains. « C'est épouvantable. Je l'ai appris par le laitier, pauvre Malcolm. Enfin, pauvre homme, devrais-je dire, car pour être honnête, il n'était pas toujours facile. Elspeth Grant m'a dit que vous étiez préoccupé par la gestion des comptes récemment. » Le visage de la vieille dame devint écarlate. « Oh, cette Elspeth, elle est pire qu'un furet. Mais oui, c'est vrai. Je ne voulais accuser personne, monsieur Macbeth, surtout pas un homme de loi comme Malcolm, mais les chiffres ne mentent pas. » Elle se leva et se dirigea vers un petit secrétaire en acajou. Elle en sortit un grand registre relié de cuir noir et quelques chemises cartonnées. « Regardez, Malcolm insistait pour gérer lui-même certaines dépenses spéciales pour la fête. Il me donnait les factures après coup, mais certaines me semblaient étranges. » Hamish parcourut les pages que son doigt tremblant indiquait. Frais de représentation, 500 livres. Location de matériel sonore, 1200 livres. « Nous n'avons jamais loué de matériel sonore », s'écria Mrs. Wellington. « Le révérend nous a prêté les haut-parleurs de l'église. » Hamish continua de tourner les pages. Son doigt s'arrêta sur une ligne. « Achat équipement de sécurité nautique, 300 livres. Date, il y a 3 jours. »« Oui, » confirma-t-elle. « Il a dit qu'il fallait des gilets de sauvetage et des lampes de signalisation conformes aux normes européennes. Il m'a apporté la facture d'un magasin à Inverness. Mais je n'ai jamais vu ce matériel. Les barques ont toujours leurs vieux gilets en liège. »« Des lampes de signalisation ?» demanda Hamish, sentant son pouce accélérer. « Savez-vous de quel type ?» Mrs. Wellington fouilla dans une chemise et en sortit un papier froissé. C'était un ticket de caisse d'une quincaillerie marine. Lampe torche étanche, modèle balise rouge, haute intensité. Il en a acheté 2. Hamish sourit intérieurement. Balise rouge, voilà qui expliquait le fragment. Mrs. Wellington, est-ce que Malcolm avait des soucis d'argent personnel? Elle baissa la voix, bien qu'ils fussent seuls. Je ne devrais pas le dire, mais il recevait des appels ici, parfois, quand nous travaillions. Des appels désagréables. Il devenait tout pâle. Une fois, je l'ai entendu dire « Je vous paierai, donnez-moi juste jusqu'après la fête. » Je crois qu'il jouait, monsieur Macbeth, aux courses ou sur Internet. Hamish referma le registre. Le tableau s'éclaircissait. Un homme endetté, détournant l'argent d'une fête villageoise, acculé par des créanciers et organisant un rendez-vous nocturne sur un lac avec une lampe de signalisation neuve. « Merci, Mrs. Wellington. Vous m'avez été d'une grande aide. Je vais devoir emporter ce reçu, si vous permettez. Prenez tout, monsieur Macbeth. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet argent maudit. J'ai toujours dit que le tourisme ne nous apporterait que des ennuis.
Hamish prit congé et redescendit vers le village. Son estomac émit un gargouillement sonore qui fit se retourner Lugs. « Tu as raison, Lugs. Il est midi passé, et je connais un endroit où l'on sert mieux que du café lyophilisé. » Il prit la direction de la maison du docteur Brody. Angela Brody était la meilleure cuisinière de Lochdubash, et surtout, la meilleure confidente. En traversant la place du village, il tomba nez à nez avec les sœurs Curie. Elles étaient assises sur le banc public, partageant un sachet de bonbons à la menthe et observant les allées et venues avec l'intensité de rapaces surveillant un terrier. « Alors, Hamish, lanqua Jessie, il paraît que Blair a emmené Ewan à Stradbane, menotté comme un vulgaire bandit. »« C'est une honte, renchérit Nessie. Ewan qui nous donne toujours ses surplus de truites. »« Blair fait son travail, répondit Hamish évasivement. Ou ce qu'il pense être son travail. »« Son travail ?» fit Jessie. S'il faisait son travail, il s'intéresserait à ce qui se passe dans les jardins des gens honnêtes. Hamish s'arrêta. Il savait qu'il fallait toujours laisser les jumelles parler. C'était comme ouvrir un robinet. Au début, il ne sortait que de l'eau trouble, mais si on attendait assez longtemps, on finissait par avoir de l'eau claire. « Ah bon ? Et qu'est-ce qui se passe dans les jardins ?» demanda-t-il innocemment. Les jumelles échangèrent un regard complice. « Ce matin, très tôt, avant même que vous ne trouviez le corps, chuchota Nessie. Je suis sorti pour rentrer mon chat, Tibbs, et j'ai vu de la fumée. »« De la fumée ? Derrière la maison des Drury, précisa Jessie, dans leur incinérateur de jardin. Une grosse fumée noire et qui sentait mauvais, comme du caoutchouc brûlé. Ou du plastique, suggéra Nessie. Morag Drury brûlait des ordures à 6 heures du matin ? Demanda Hamish, soudain très attentif. En robe de chambre et bottes de pluie, confirma Jessie. Elle avait l'air frénétique. Elle poussait des choses dans le feu avec un bâton. Très intéressant, dit Hamish. Merci, mesdames. Vous êtes, comme toujours, les yeux et les oreilles de Lockstob. Il les laissa à leurs bonbons et reprit sa marche, le pas plus rapide. Morag brûlant des preuves à l'aube. Malcolm détournant de l'argent. Une lampe rouge brisée. Ewan Ross n'était qu'un bouc émissaire bien pratique, mais la véritable histoire semblait se jouer au sein même du foyer Drury. Arrivé chez les Brody, il trouva la porte ouverte. Angela l'accueillit avec un sourire chaleureux qui effaça instantanément une partie de la tension de la matinée. Elle était petite, ronde, et dégageait une bienveillance maternelle qui désarmait même les criminels les plus endurcis. « Hamish, entre, mon garçon. Le docteur m'a dit que tu aurais besoin de réconfort après le passage de l'ouragan Blair. J'ai préparé un ragoût de bœuf. » Hamish s'assit à la grande table de la cuisine, tandis que Lugs recevait un os charnu qu'il partit ronger sous le buffet. « Blair a arrêté Ewan, » dit Hamish en acceptant une assiette fumante. « Je sais, soupira Angela. C'est ridicule. Ewan ne ferait pas de mal à une mouche, sauf si c'est pour s'en servir d'appât. Mais dis-moi, Hamish, tu ne penses pas que c'est lui, n'est-ce pas ? Non. J'ai trouvé des preuves que Malcolm détournait l'argent du comité. Et les jumelles ont vu Morag brûler quelque chose ce matin. » Angela s'assit en face de lui, un thé à la main. Son visage devint sérieux. « Morag. C'est une femme étrange, Hamish. Très pieuse, oui, mais d'une piété qui manque de charité. Elle est obsédée par les apparences. La faillite, le scandale financier, pour elle ce serait pire que la mort. Penses-tu qu'elle aurait pu tuer son mari pour éviter la honte ? Qui sait ce qui se cache derrière les portes closes ? Répondit Angela. Mais n'oublie pas une chose, Hamish. Malcolm et Morag ne se parlaient plus depuis des mois. C'est la bonne qui me l'a dit. Ils faisaient chambre à part. Ah, fit Hamish, la bouche pleine de ragoût. Encore une information que Blair a négligée. Blair négligerait un éléphant dans un couloir s'il ne portait pas une étiquette coupable autour du cou, plaisanta Angela. Hamish rit, mais son esprit travaillait vite. Si Morag et Malcolm étaient des étrangers l'un pour l'autre, pourquoi aurait-elle brûlé des preuves pour le protéger ? À moins qu'elle ne se protège elle-même, ou qu'elle protège quelqu'un d'autre. Il termina son assiette et se leva. « Merci, Angela. C'était délicieux. Je me sens d'attaque pour aller fouiller dans les cendres d'une veuve. »« Sois prudent, Hamish, » lui lança-t-elle alors qu'il sortait. « Morag Drury a peu être l'air d'une sainte en deuil, mais les saintes ont souvent été des martyrs ou des bourreaux. » De retour dehors, le ciel commençait à se couvrir de nuages gris ardoise. La pluie menaçait. Hamish ajusta sa casquette. Il allait devoir rendre une petite visite à l'incinérateur des Drury avant que la pluie ne vienne transformer les cendres et la vérité en boue. Chapitre 6, Cendres et confidences.
Le ciel au-dessus de Loch Dub avait viré d'un gris perle mélancolique à un noir d'encre menaçant. Les premières gouttes de pluie, lourdes et froides, commençaient à s'écraser sur le macadam, transformant la poussière de l'été en une boue traîtresse. Hamish Macbeth remonta le col de sa veste, frissonnant non pas de froid, mais d'une appréhension familière. Il se dirigeait vers The High House, la demeure victorienne austère des Drury qui surplombait le village comme une vieille douairière désapprobatrice. Luggs, qui détestait la pluie presque autant que les bains forcés, trottinait dans l'ombre de Hamish, les oreilles basses, jetant des regards accusateurs vers les nuages. « Courage, Luggs !» murmura Hamish. « Nous allons juste jeter un coup d'œil aux ordures d'une dame respectable. C'est ça, le travail de police moderne. Pas de course-poursuite en voiture de sport, juste fouiller dans les poubelles sous la pluie. » Il contourna la propriété, évitant l'allée principale gravillonnée qui aurait crissé sous ses pas comme une alarme anti-intrusion. Il préféra passer par le petit chemin envahi de ronces qui longeait le mur du potager. Les ronces agrippèrent son pantalon d'uniforme comme pour le retenir, mais Hamish, habitué à la végétation hostile des Highlands, se dégagea avec souplesse. Le jardin arrière des Drury était à l'image de Morag, ordonné, sévère et sans joie. Les rosiers étaient taillés si courts qu'ils ressemblaient à des instruments de torture et la pelouse était tondue à ras. Au fond, près de la remise à outils se dressait l'incinérateur de jardin en métal galvanisé. Une mince colonne de fumée s'en échappait encore, luttant contre la bruine naissante. Hamish s'approcha, le cœur battant. Il savait qu'il n'avait pas de mandat. Si Blair le trouvait ici, il serait suspendu avant même d'avoir pu dire « innocence ». Mais Blair était occupé à torturer psychologiquement Ewan Ross à Strathbane, ce qui laissait à Hamish une fenêtre de tir étroite, mais précieuse. Il trouva un bâton au sol et souleva le couvercle grillagé de l'incinérateur. Une bouffée de chaleur et une odeur âcre de plastique brûlé lui sautèrent au visage. « Voyons voir ce que tu avais tant besoin de cacher, Morag », chuchota Tale. Il commença à remuer les cendres encore chaudes. Il y avait beaucoup de papier noirci, probablement des lettres ou des documents financiers, réduits en flocons illisibles. Mais au fond, à moitié enfoui sous une couche de scorie grisâtre, il trouva ce qu'il cherchait. C'était une masse fondue, déformée par la chaleur, mais la couleur était indéniable, rouge. Un plastique rouge vif, identique aux fragments trouvés dans la barque. Et à côté, le ressort noirci d'un boîtier à piles. « Bingo !» fit Hamish doucement. Malcolm avait acheté 2 lampes. L'une s'était brisée dans la barque lors de l'agression, l'autre avait fini ici, dans le feu purificateur de Morag Drury. Pourquoi brûler une lampe neuve ? Sauf si elle avait servi, sauf si elle prouvait que quelqu'un de cette maison était présent sur le lac ou sur la rive, en train de faire des signaux. Il sortit son mouchoir, enveloppa délicatement les débris refroidis et les glissa dans sa poche, à côté du premier fragment. Les 2 pièces du puzzle étaient réunies, mais l'image qu'elles formaient restait floue. Soudain, le bruit d'un moteur puissant approchant l'allée principale le fit se figer. Ce n'était pas la voiture de police de Blair. C'était le ronronnement feutré d'une mécanique de luxe. Une voiture s'arrêta devant la maison et une portière claqua. Hamish hésita. Il pouvait s'enfuir par les ronces, mais sa fierté et l'état de son pantalon s'y refusaient. Il décida de jouer l'audace. Il contourna la maison pour revenir vers l'entrée principale, feignant d'arriver à l'instant. Devant le perron, une Range Rover vert bouteille, immaculée, était garée. Et debout devant la porte, attendant qu'on lui ouvre, se tenait Priscilla Halberton Smythe. Le cœur de Hamish fit cette acrobatie ridicule qu'il faisait toujours en sa présence, un mélange de sauts périlleux et de chutes libres. Priscilla était, comme toujours, d'une beauté intimidante. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon impeccable, et elle portait un imperméable Burberry cintré qui coûtait probablement plus cher que tout le mobilier du poste de police. Elle se tourna vers lui alors qu'il approchait, l'Uggs sur ses talons. Son regard bleu clair le scanna de la tête aux pieds, s'attardant sur ses bottes boueuses et la trace de suie qu'il avait sans doute sur la joue. « Hamish » dit-elle de sa voix traînante et cultivée, celle de la haute société des Highlands. Je ne savais pas que le service de police local incluait le ramonage des cheminées. Hamish rougit furieusement, essuyant sa joue du revers de la main, ce qui ne fit qu'étaler la cendre. « Bonjour Priscilla, je menais une enquête de terrain. Dans les plates-bandes de Morag, je suis sûr qu'elle appréciera. Blair n'est pas avec toi ? J'ai cru comprendre qu'il avait arrêté ce pauvre Ewan Ross. Blair est à Strathbane,
en train de célébrer sa propre incompétence, répondit Hamish avec amertume. Ewan est innocent, Priscilla. Tu le sais aussi bien que moi. Le visage de Priscilla s'adoucit imperceptiblement. Malgré sa froideur apparente et ses fiançailles passées qui avaient brisé le cœur de Hamish plus de fois qu'il ne voulait l'admettre, elle avait un sens aigu de la justice. Et, au fond, une certaine affection pour le policier dégingandais. C'est pour cela que je suis là, Hamish. Mon père m'a envoyé présenter nos condoléances à la veuve. C'est l'usage, quand on possède l'hôtel le plus cher de la région et qu'un notable local meurt. Mais j'avais aussi l'intention de te chercher. Hamish en oublia presque la pluie qui commençait à tomber plus fort. Me chercher? Pourquoi? Priscilla descendit une marche du perron pour se rapprocher de lui, baissant la voix pour ne pas être entendue de l'intérieur de la maison. Malcolm Drury est venu voir mon père à l'hôtel il y a 2 jours. Il était dans un état lamentable. Il voulait emprunter de l'argent, une somme importante. 10 000 livres. 10 000 livres? Répéta Hamish. Pour la fête? Non, pour lui. Il a dit que c'était une question de vie ou de mort. Mon père a refusé, bien sûr. On ne prête pas d'argent aux clients, surtout quand ils sentent le whisky à 10 heures du matin. Mais Malcolm a dit quelque chose d'étrange en partant. Il a dit « Si vous ne m'aidez pas, je vais devoir pactiser avec le diable. » Et le diable habite de l'autre côté du loch. « L'autre côté du loch ?» fit Hamish, fronçant les sourcils. « Il n'y a rien là-bas, à part la vieille tourbière et les ruines du château de Stour. C'est ce que je pensais. Mais hier soir, vers minuit, un de nos clients s'est plaint du bruit. Il a une chambre avec vue sur le lac. Il a dit qu'il avait entendu un bateau à moteur, un petit hors-bord, traverser le loch à toute vitesse, venant de la rive opposée vers le village. Puis le silence. Et 1 demi-heure plus tard, le bateau est reparti. Hamish sentit une décharge d'adrénaline. Un bateau venant de l'autre rive, Malcolm faisant des signaux avec sa lampe rouge pour guider quelqu'un. « Merci, Priscilla », dit-il avec ferveur. « C'est une information capitale. » Elle eut un petit sourire triste. « Ne te fais pas tuer, Hamish. Ce village est déjà assez ennuyeux en hiver. Je ne voudrais pas perdre ma seule source de divertissement. » À cet instant, la lourde porte en chêne de la maison s'ouvrit. Morag Drury apparut, vêtu de noir de la tête aux pieds, le visage fermé comme un coffre-fort. Elle ne sembla pas surprise de voir Priscilla, mais ses yeux se plissèrent en apercevant Hamish. « Miss Alberton Smythe, dit-elle d'une voix onctueuse. Quelle bonté de venir me voir dans cette épreuve. » Puis son regard se tourna vers Hamish, devenant aussi tranchant qu'un éclat de verre. « Monsieur Macbeth, avez-vous fini de piétiner mes pétunias ou avez-vous d'autres accusations ridicules à formuler ?» Hamish soutint son regard. Il sentait le poids du plastique fondu dans sa poche. « Je ne fais que passer, et Madame Drury, je m'assurais que tout était en ordre. Je vois que vous avez fait du nettoyage ce matin. C'est bien. Il est important de se débarrasser des choses encombrantes. » Morag ne scilla pas, mais Hamish vit une tension imperceptible raidir sa mâchoire. « La propreté est proche de la sainteté, Monsieur Macbeth. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'ai du thé à servir à mon invité. » Elle s'effaça pour laisser entrer Priscilla. Avant de franchir le seuil, Priscilla jeta un dernier regard à Hamish, un regard indéchiffrable, avant de disparaître dans la pénombre du hall. La porte se referma avec un bruit sourd et définitif. Hamish resta seul sous la pluie battante. « Le diable habite de l'autre côté du loch », répéta-t-il pour lui-même. Il regarda vers l'horizon, par-delà les toits du village et l'étendue grise de l'eau. Là, bas, sur la rive nord, sauvage et inhabitée, il n'y avait censément personne. Mais quelqu'un était venu en bateau. Quelqu'un à qui Malcolm devait de l'argent, ou à qui il avait promis quelque chose qu'il ne pouvait pas livrer. « Viens, Luggs », dit Hamish en remettant sa casquette trempée. « Nous devons aller faire un tour en bateau. J'espère que tu as le pied marin parce que nous allons rendre visite au diable. » Il prit la direction du port, non pas vers les barques de location, mais vers le petit canot à moteur de la police, une antiquité qui démarrait 1 fois sur 3, mais qui était sa seule chance de traverser avant que la nuit où l'assassin ne tombe pour de bon. Chapitre 7. La traversée vers l'enfer. Le canot de la police de Loch du Bay était une embarcation en bois verni qui avait connu des jours meilleurs, probablement sous le règne de la reine Victoria. Son moteur hors bord, une machine capricieuse que Hamish avait surnommée « le vieux tout-sauteur », semblait avoir une aversion personnelle pour l'humidité, ce qui, dans les Highlands, constituait un handicap majeur. Sous la pluie battante qui transformait maintenant la surface du loch en une tôle martelée,
Hamish tira sur la corde de démarrage pour la 6e fois. « Allez, espèce de tas de ferraille !» grogna-t-il. « Si tu ne démarres pas, je te vends à Ewan Ross pour qu'il en fasse des ancres. » Comme vexé par la menace, le moteur émit un hoquet, cracha un nuage de fumée bleue qui fit éternuer Lugs et finit par ronronner avec une régularité douteuse. « Bon chien !» dit Hamish en tapotant le capot du moteur. Lugs, trempé et malheureux, s'était roulé en boule sous le banc de nage, essayant de se faire aussi petit que possible. Hamish ajusta le col de son ciré jaune, qui n'était plus étanche depuis des années, et dirigea l'étrave vers la rive nord. La traversée fut lugubre. À mesure qu'il s'éloignait du village, les lumières rassurantes des cottages s'estompaient dans la brume, laissant place à l'immensité grise et hostile de l'eau. La rive nord, dominée par les ruines du vieux château de Stoyres et une vaste étendue de tourbières, avait mauvaise réputation. On disait que c'était là que les anciens clans réglaient leurs comptes et que les corps disparaissaient sans laisser de traces dans la vase noire. « Le diable habite de l'autre côté », murmura Hamish, se remémorant les paroles de Priscilla. Il scrutait la côte qui approchait, une ligne sombre de rochers déchiquetés et de bruyères brunes. Il cherchait un endroit où un bateau aurait pu accoster discrètement. Il ne tarda pas à le trouver, une petite crique naturelle, à l'abri des vents dominants, dissimulée par un rideau de saules pleureurs. Hamish coupa le moteur et laissa le canot glisser sur son air jusqu'à ce que la coque racle doucement le fond sablonneux. Il sauta dans l'eau glacée qui lui montait jusqu'aux mollets et tira l'embarcation sur le rivage. Lugs, peu enthousiaste, dut être porté jusqu'à la terre ferme où il se secoua vigoureusement, arrosant son maître au passage. « Merci, Lugs. J'étais presque sec, » ironisa Hamish. Il observa le sol. La pluie avait effacé les détails les plus fins, mais les marques profondes laissées par une coque lourde tirée sur le sable étaient encore visibles. Et, plus intéressant encore, des empreintes de bottes récentes menaient vers l'intérieur des terres, en direction des ruines du château. « Quelqu'un a ses habitudes ici », nota Hamish. Il sortit sa matraque, plus pour se rassurer que par réelle intention de s'en servir, et s'engagea sur le sentier boueux. Les ruines de Stoyres se dressaient devant lui, squelettes de pierre noire se découpant sur le ciel d'orage. C'était un endroit sinistre, envahi par les orties et les ronces. En approchant de ce qui restait du donjon principal, une odeur familière vint aux narines de Hamish. Ce n'était pas l'odeur de la tourbe, ni celle de la pourriture végétale. C'était une odeur douceâtre, levurée, chaude, l'odeur de la drèche en fermentation. Du whisky, souffla Hamish. Bien sûr. Il contourna un pan de mur effondré et découvrit une entrée basse, à demi masquée par une bâche de camouflage militaire. De la vapeur s'échappait par une fissure dans la pierre. Hamish écarta la bâche et entra. L'intérieur était sec et étonnamment chaud. Un alambic en cuivre rutilant, bricolé avec ingéniosité, trônait au centre de la pièce voûtée. Des fûts s'empilaient contre les murs. Et assis sur une caisse, en train de vérifier la densité d'un liquide ambré dans une éprouvette, se trouvait un géant barbu. C'était Big, Angus MacGregor, un homme que Hamish connaissait bien pour l'avoir arrêté 2 fois pour braconnage et 1 fois pour bagarre de pub. Angus avait la réputation d'avoir le poing lourd, mais l'esprit pas très vif. Angus leva les yeux, surpris, et faillit lâcher son éprouvette. « Macbeth !» tonna-t-il, sa voix résonnant sous la voûte. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas le droit d'entrer sans frapper. C'est une propriété privée, enfin, historique. » « C'est surtout une distillerie clandestine, Angus, » répondit Hamish en s'adossant au mur, détendu en apparence. « Et vu la taille de cet alambic, je dirais que tu risques environ 5 ans de prison. Sans compter la fraude fiscale, » Angus pâlit sous sa barbe rousse broussailleuse. « C'est pour ma consommation personnelle, tenta-t-il, une excuse aussi vieille que les Highlands. »« Bien sûr. Et les vins fûts là-bas, c'est pour tes invités du week-end » Lugs s'approcha d'Angus et renifla ses bottes. Le géant sortit un morceau de viande séchée de sa poche et le donna au chien. « Il a l'air affamé, ce chien, » grommela Angus. « Tu ne le nourris pas assez. »« Angus, » dit Hamish en ignorant la critique canine. « Je ne suis pas là pour ton whisky. Pas aujourd'hui, en tout cas. Je suis là pour Malcolm Drury. » Le nom fit tressaillir le colosse. Il posa son éprouvette et s'essuya les mains sur son tablier crasseux. « Je ne sais rien de Malcolm. C'est un homme de la ville, un pindèche. C'est un homme mort, Angus. On l'a trouvé ce matin dans le loch, assassiné. » Angus se laissa retomber sur sa caisse, l'air sincèrement choqué. « Mort ? Bon sang.
Il m'avait dit qu'il avait des ennuis, mais je ne pensais pas. Alors tu l'as vu ? Angus soupira, réalisant qu'il était coincé. Oui, il est venu me voir la semaine dernière. Il avait entendu parler de mon opération. Il avait besoin d'alcool pour sa fête. Beaucoup d'alcool. Mais il ne voulait pas payer les taxes. Il voulait acheter mon stock en gros, au noir. Et tu as accepté ? J'ai besoin d'argent, Hamish. Mon toit fuit et ma mère a besoin d'une opération de la hanche. Malcolm m'a promis de payer comptant. Il m'a donné rendez-vous hier soir, à minuit, au ponton de Loch du Bage. Tu y es allé en bateau ? Demanda Hamish. Avec mon vieux Zodiac, oui. C'est rapide et discret. Et la lampe rouge ? C'était le signal ? Angus écarquilla les yeux. Comment tu sais ça ? Oui. Il devait faire clignoter une lampe rouge 3 fois pour me dire que la voie était libre. Et ensuite ? Raconte-moi exactement ce qui s'est passé, Angus. Et ne mens pas, ou je laisse Blair s'occuper de toi. Et tu sais que Blair préférerait boire ton whisky avant de t'enfermer et de jeter la clé. Angus frissonna. J'ai vu le signal. J'ai accosté. Malcolm était là. Il était nerveux. Il transpirait comme un cochon, même s'il faisait froid. Il avait une enveloppe. Il m'a payé. 2000 livres. J'ai déchargé les 6 caisses de mon meilleur malt et je les ai mises dans sa camionnette garée près du hangar à bateau. Et après, je suis reparti. Tout de suite. Je ne voulais pas traîner. Malcolm était seul. Angus hésita. Il gratta sa barbe, son regard fuyant vers le coin sombre de la pièce. C'est là que c'est bizarre, Hamish. Quand j'ai poussé mon bateau pour repartir, j'ai entendu une voix. Malcolm ne m'a pas vu. J'étais déjà à 10 mètres du bord. Quelqu'un est sorti de l'ombre, près de la cabane d'Ewan Ross. Qui était-ce ? Demanda Hamish, se penchant en avant. Je n'ai pas bien vu. Il faisait noir. Mais c'était une voix d'homme. Une voix, polie. Pas comme Ewan ou les gars du coin. Une voix calme. Qu'est-ce qu'il disait ? L'homme a dit « Tu joues à un jeu dangereux, Malcolm. » Et Malcolm a répondu « J'ai l'argent maintenant. Je peux tout régler. » L'autre a ri, un petit rire sec. Il a dit « Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de réputation. » Hamish assimila l'information. Une voix polie. Une question de réputation. Et ensuite, Angus, ensuite j'ai démarré mon moteur et je suis parti. Je ne voulais pas être mêlé à leurs histoires. Je pensais que c'était un créancier. Je ne savais pas qu'il allait le tuer. « Tu as les 2000 livres ?» demanda Hamish. Angus sortit une enveloppe épaisse de sa poche intérieure et la tendit à regret à Hamish. « Tiens, c'est de l'argent maudit, de toute façon. » Hamish prit l'enveloppe. « Je vais devoir la garder comme preuve, Angus, et je vais devoir confisquer ton alambic. Mais disons que je ne peux pas le transporter dans mon petit bateau aujourd'hui. Je reviendrai avec un camion un jour ou l'autre. D'ici là, si cet alambic disparaissait, ce serait un mystère de plus, n'est-ce pas ?» Angus le regarda, l'espoir renaissant dans ses yeux. « Merci, Hamish. Tu es un bon gars, au fond. Ne me remercie pas. Mais si je découvre que tu as menti, je reviendrai. Et je ne serai pas seul. » Hamish fit signe à Lugs et sortit de la ruine. La pluie avait cessé, laissant place à un crépuscule violet. Il avait un témoin qui innocentait Ewan Ross et confirmait que Malcolm était vivant après la transaction illégale. Il avait un mobile financier et il avait un nouveau suspect, un homme à la voix polie, soucieux de sa réputation. Alors qu'il poussait son bateau à l'eau, une pensée le frappa. Malcolm avait dit à Angus « J'ai l'argent maintenant ». Il venait de payer Angus avec 2000 livres. Mais Priscilla avait dit qu'il cherchait 10 000. Où était passé le reste ? Et d'où venait cet argent s'il était fauché ? Hamish regarda vers Loch-Dubh. La réponse se trouvait là-bas, parmi les gens respectables. Et il avait une petite idée de qui pouvait avoir une voix polie et un souci obsessionnel de sa réputation. « En route, Lugs », dit-il en démarrant le moteur qui, par miracle, partit au premier coup. « Nous devons aller vérifier les chaussures de quelqu'un avant qu'il ne les nettoie. » Chapitre 8. Une question de pointure. Le retour vers Loch-Dubh se fit dans un silence seulement troublé par le ronronnement asthmatique du moteur hors bord et le bruit de la pluie qui s'écrasait sur la capuche de Hamish. La nuit était tombée, enveloppant le loch d'un linceul d'obscurité impénétrable. Seuls quelques points lumineux scintillaient sur la rive sud, balises de chaleur et de civilisation. Hamish manœuvra le canot vers le hangar à bateau de la police, évitant soigneusement la zone du crime où des rubans de balisage claquaient tristement au vent. Il amarra l'embarcation, aida Lugs à sauter sur le quai glissant et s'ébroua comme un chien mouillé.
Une voix polie, dit-il en remontant vers la rue principale. Une voix soucieuse de sa réputation. Et des chaussures qui ont marché dans la boue de la rive nord. Il n'avait pas fait 10 mètres qu'une silhouette émergea de l'ombre d'une ruelle. Hamish porta instinctivement la main à sa poche, mais se détendit en reconnaissant l'inspecteur Jimmy Anderson. Le policier tenait une cigarette à l'abri dans le creux de sa main, aspirant la fumée comme si c'était de l'oxygène pur. « Ah, c'est toi, Macbeth », souffla Anderson, une volute de vapeur sortant de sa bouche. « Tu m'as fait peur. Je croyais que c'était le grand chef qui revenait vérifier si je faisais le guet. »« Blair est rentré à l'hôtel ?» demanda Hamish. « Il est au bar du Tommel Castle, en train de raconter à qui veut l'entendre comment il a résolu l'affaire du siècle en arrêtant un pêcheur grognon. Il en est à son 4e double whisky. Il dit qu'il attend les aveux d'Ewan pour demain matin. Ewan ne passera pas aux aveux, dit Hamish, parce qu'il n'a rien fait. » Anderson haussa les épaules, un geste lourd de fatigue. « Je sais, toi tu le sais, mais essaie d'expliquer ça à Blair quand il sent l'odeur du sang et de la promotion. Tu as trouvé quelque chose de ton côté ? Je ne dirai rien. » Hamish hésita. Il aimait bien Jimmy. C'était un bon flic, écrasé par un mauvais système. « Disons juste que je m'intéresse à la théologie ce soir, Jimmy. » Anderson le regarda, perplexe, puis écrasa sa cigarette sous son talon. « La théologie ? Fais gaffe, Hamish. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais celles de Blair sont pavées de peaux de banane. » Hamish laissa Anderson à sa surveillance réticente et se dirigea vers le presbytère. La maison du révérend Tobias Wellington se dressait juste à côté de l'église, une bâtisse en pierre grise austère, entourée d'une grille en fer forgé qui grinçait au moindre coup de vent. C'était là que le stand de soupe au saumon devait être installé. C'était le cœur de la respectabilité du village. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient éclairées. Hamish traversa le petit jardin, notant que l'allée était faite de gravier blanc, propre et net. Pas de boue ici. Mais si l'on sortait par l'arrière, par le portillon qui donnait sur le sentier du loch, il frappa à la porte avec le heurtoir en laiton en forme de tête de lion. Après un moment, la porte s'ouvrit. Le révérend Wellington apparut. C'était un homme grand et maigre, avec un visage en lame de couteau et des lunettes cerclées de métal qui glissaient perpétuellement sur son nez aquilin. Il portait un cardigan gris sur son col romain. « Monsieur Macbeth ?» fit-il, surpris. « Il est tard. Est-ce au sujet de ma femme ? Elle est déjà couchée. La pauvre est bouleversée par cette histoire de registre. » La voix. C'était une voix de baryton, posée, articulée, avec cette onctuosité particulière des hommes habitués à parler en chair sans être interrompus. Une voix polie. « Bonsoir, révérend. Je suis désolé de vous déranger. C'est une simple formalité. L'inspecteur-chef Blair veut s'assurer que nous avons couvert toutes les bases. Il s'agit du stand de soupe. »« Le stand de soupe ?» répéta le révérend, fronçant les sourcils. « Mais la fête est annulée, n'est-ce pas ? » ?»« Certes, mais nous devons vérifier l'emplacement exact par rapport au lieu du crime. Pour la reconstitution. Puis-je entrer une minute ? Il pleut des cordes. » Le révérend hésita, puis s'écarta à contre-cœur. « Entrez, je vous en prie. Mais faites attention au tapis, vos bottes sont boueuses. »« Je suis navré, » dit Hamish en entrant dans le vestibule chauffé. « Je vais rester sur le paillasson. » Luggs, sentant l'hostilité latente, resta collé aux jambes de Hamish, un grondement sourd vibrant dans sa gorge. « Cut, Luggs, » murmura Hamish. Il balaya le vestibule du regard. Un porte-manteau, un miroir et une rangée de chaussures alignées avec précision. Des pantoufles, des chaussures de ville noire cirées et une paire de bottes de marche en cuir marron. Elles semblaient propres, trop propres. Le cuir luisait encore, comme s'il venait d'être frotté vigoureusement. « Vous disiez donc ?» demanda le révérend en croisant les bras. « Le stand de soupe ?»« Oui. Malcolm Drury avait insisté pour qu'il soit ici. Il disait que c'était stratégique. Vous aviez discuté avec lui récemment ?» Le visage du révérend se ferma. Malcolm était un homme difficile. Il voulait transformer notre église en attraction touristique. Il parlait de faire payer l'entrée pour voir les vitraux. J'étais fermement opposé. C'était un sacrilège. Un sacrilège qui aurait pu rapporter de l'argent, nota Hamish. Et je sais que le toit de l'église a besoin de réparations coûteuses. Wellington se raidit. L'argent n'est pas tout, monsieur Macbeth. Il y a des principes. La réputation de notre paroisse est plus importante que quelques billets vendus à des touristes en short. Le mot résonna dans l'esprit de Hamish. Réputation. C'est drôle que vous disiez ça, révérend. J'ai entendu dire que Malcolm avait des ennuis financiers, qu'il cherchait de l'argent par tous les moyens.
Il ne vous a jamais demandé de l'aide? Ou peut-être hâté-il trouvé quelque chose dans les comptes que votre femme tenait? Le teint pâle du révérend vira au cireux. Comment osez-vous? Ma femme est une sainte. Elle a servi ce comité bénévolement. Si les comptes étaient faux, c'est Malcolm qui les falsifiait. Sa voix était montée d'un cran, perdant un peu de son vernis. Je ne dis pas le contraire, révérend. Mais si Malcolm falsifiait les comptes et que votre femme les signait, cela aurait pu entacher sa réputation, n'est-ce pas? Et la vôtre, par extension. Wellington fit un pas en avant, les poings serrés. Sortez de chez moi, Macbeth. Vous et vos insinuations. Vous n'êtes qu'un policier de village, vous ne comprenez pas le poids des responsabilités morales. Hamish ne bougea pas. Il fixait les bottes marron. Sur le côté de la semelle gauche, là où la brosse n'avait pas pu aller à fond dans la rainure, il y avait un petit agglomérat de terre. Une terre noire, tourbeuse, pas le gravier du presbytère, ni la terre du jardin. C'était la boue collante de la rive nord. « Vous avez de belles bottes, révérend, » dit Hamish doucement. « Vous faites de la randonnée ?» Wellington suivit son regard. Une goutte de sueur perla sur son front. « Je me promène parfois, pour méditer. Sur la rive nord, près des ruines de Stoyr, c'est un endroit bien sombre pour méditer, surtout la nuit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. On n'entendait que le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le couloir. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit le révérend d'une voix blanche. « Je pense que si, Tobias, » dit Hamish, abandonnant les titres. « Je pense que Malcolm vous a donné rendez-vous hier soir. Pas au presbytère, mais au ponton. Il venait de récupérer de l'argent sale. Mais vous n'étiez pas là pour l'argent, n'est-ce pas? Vous étiez là pour le faire taire, parce qu'il menaçait de tout révéler sur les erreurs de votre femme, ou peut-être sur les vôtres ?» Le révérend recula, trébuchant presque sur le tapis qu'il voulait protéger. « C'était un accident !» cria-t-il soudain, sa voix se brisant. « Je ne voulais pas le tuer. Il riait, il se moquait de moi. Il a dit qu'il tenait l'église dans sa main, qu'il ferait de moi la risée du synode. » Hamish soupira. Les aveux arrivaient toujours quand on s'y attendait le moins, comme une pluie soudaine. « Il m'a poussé, » continua Wellington, les yeux écarquillés par l'horreur du souvenir. « Sur le ponton. Il était ivre. Je l'ai repoussé, juste repoussé. Il a trébuché sur une corde. Il est tombé en arrière. Sa tête a heurté le bord de la barque. Un bruit horrible. Crac. Et puis plouf. Il s'effondra sur une chaise du vestibule, cachant son visage dans ses mains. J'ai paniqué. Je suis descendu. Il était dans l'eau. Il ne bougeait plus. J'ai cru qu'il allait se réveiller. Je ne voulais pas qu'il dérive. Je ne sais pas ce que je voulais. J'ai pris la corde. Je l'ai attachée. Je me suis dit, je vais chercher de l'aide. Mais je suis rentré ici. Et je n'ai rien fait. J'ai prié. J'ai prié toute la nuit pour que ce soit un cauchemar. Et la lampe rouge ? Demanda Hamish implacable. Il l'avait à la main. Elle est tombée dans la barque. Je n'y ai pas touché. Hamish secoua la tête. Ce n'était pas un accident, révérend. Si c'était un accident, vous auriez appelé le docteur Brody. Vous ne l'auriez pas laissé dans l'eau glacée. Et vous n'auriez pas laissé un innocent comme Iwan Ross se faire accuser. C'est cela, le vrai péché. Le révérend releva la tête, les larmes coulant derrière ses lunettes. « Qu'allez-vous faire? Blair est ici ?»« Non, » dit Hamish. « Blair dort saoul. C'est moi qui suis ici. Mettez votre manteau, révérend. Nous allons faire une petite promenade jusqu'au poste et n'oubliez pas vos bottes. Elles ont une histoire à raconter aux techniciens de la police scientifique. » Alors qu'il sortait dans la nuit pluvieuse, Luggs jappa doucement, comme pour dire amen. Hamish ne se sentait ni triomphant, ni heureux, juste fatigué. Il avait résolu l'énigme, mais à Logsdoob, la vérité avait toujours un goût amer. Il restait maintenant la partie la plus difficile. Expliquer à Blair comment le simple flic de village avait résolu l'affaire en discutant théologie, pendant que l'inspecteur-chef noyait son incompétence dans le malt. « Allons-y, dit Hamish. La route est longue, et la rédemption encore plus. » Chapitre 9. La gueule de bois de l'inspecteur. Le trajet jusqu'au poste de police se fit sous une pluie qui semblait vouloir laver les péchés de Logsdoob, mais qui ne réussissait qu'à transformer les nids de poules en pièges boueux. Le révérend Wellington marchait, tête basse, ses bottes souillées laissant des traces humides sur le linoléum du bureau de Hamish lorsqu'ils entrèrent enfin. Hamish l'installa sur la chaise habituellement réservée aux ivrognes du samedi soir et lui tendit une tasse de thé fort, le remède universel des Highlands aux crises de conscience.
Je vais devoir appeler l'inspecteur-chef Blair, dit Hamish en décrochant le téléphone. Wellington hocha la tête, le regard vide fixé sur la vapeur de son thé. Faites ce que vous devez faire, monsieur Macbeth. La vérité est un fardeau, mais le mensonge est une chaîne. Je suis prêt à la déposer. Hamish composa le numéro de l'hôtel Tomel Castle. Il fallut 5 longues minutes au portier de nuit pour réveiller Blair, et 5 autres pour que l'inspecteur comprenne qui l'appelait et pourquoi. « Tu as arrêté qui ?» hurla la voix pâteuse de Blair à travers le combiné si fort que Hamish dut l'éloigner de son oreille. « Le curton ? Macbeth, tu as perdu la tête. Tu as bu mon whisky ? Je vais te faire interner. Il est ici, monsieur. » Il a avoué. Il a tué Malcolm Drury. Un silence stupéfait suivit, seulement brisé par un bruit de tout grâce. « J'arrive, » grogna Blair. « Et si c'est une blague, tu finiras ta carrière à surveiller les mouettes aux Hébrides. » 20 minutes plus tard, la porte du poste s'ouvrit à la volée. L'inspecteur-chef Blair fit irruption, son imperméable mal boutonné sur un pyjama qui dépassait, les yeux injectés de sang et l'haleine chargée des vapeurs de la veille. Jimmy Henderson suivait, l'air fatigué mais secrètement amusé. Blair s'arrêta devant le révérend qui n'avait pas bougé. Alors, aboya Blair. « C'est vrai ce que dit cet imbécile de rouquin ? Vous avez tué Drury ?» Wellington leva les yeux, une dignité tragique sur son visage ravagé. « C'était un accident, inspecteur. Mais j'ai caché le corps, et j'ai laissé le mal se répandre. Oui, je suis coupable. » Blair resta bouche bée un instant, son visage passant du rouge cramoisi au pourpre. Il se tourna vers Hamish, cherchant une raison de hurler, mais se rendit compte que la situation lui échappait. Il venait d'arrêter le mauvais homme avec fracas, et son subordonné méprisé venait de lui servir le vrai coupable sur un plateau. « Bien », fit Blair en se raclant la gorge, tentant de retrouver une posture d'autorité. « Anderson, prenez sa déposition, officiellement. Macbeth, tu as eu de la chance, une chance insolente. »« C'est ce que je me dis toujours, monsieur, » répondit Hamish avec un visage impassible. « Et qu'est-ce qu'on fait de Ross ?» demanda Anderson, sortant son carnet. « Relâchez-le, » grommela Blair. « Mais ne lui faites pas d'excuses. Dites-lui que c'était une garde à vue préventive, pour sa propre sécurité. »« Je suis sûr qu'il appréciera la nuance, » murmura Hamish. Pendant qu'Anderson emmenait le révérend dans la petite cellule adjacente pour prendre sa déposition formelle, Blair s'affala sur la chaise de Hamish, faisant grincer les ressorts. « Tu sais ce que ça veut dire, Macbeth ? Un scandale. Un homme d'église. La presse va adorer ça. Et ils vont dire que la police de Strathbane a brillamment dénoué l'intrigue grâce à une pression psychologique intense. » « Bien sûr, monsieur. La pression était insoutenable, même pour moi. » Blair le foudroya du regard, ne sachant pas s'il devait détecter de l'ironie. « Et cette histoire de lampe ?» demanda Blair. « Tu as dit qu'il y avait une lampe. » Le révérend a confirmé que la lampe rouge était celle de Malcolm. L'autre a été brûlée par Morag Drury. « La veuve ? Elle est complice ?» s'écria Blair, voyant déjà une conspiration majeure se dessiner. « Non, monsieur. Je suis passé la voir avant de rentrer. Elle a brûlé la lampe parce qu'elle pensait qu'elle prouvait que Malcolm faisait de la contrebande. Elle voulait protéger la réputation de la famille. Elle ignorait tout du meurtre. Elle pensait juste effacer les traces d'un péché véniel, pas mortel. » Blair renifla avec mépris. « Ces gens sont tous fous. Bon, je retourne à l'hôtel me changer. Je dois préparer une déclaration pour les journalistes. Toi, Macbeth, tu restes ici et tu gardes le prisonnier. Et essaie de ne pas avoir l'air trop suffisant quand les photographes arriveront. Tu as une tête à faire peur aux enfants. » Blair sortit en claquant la porte, emportant avec lui son aura de chaos. Hamish soupira et se frotta les yeux. Quelques minutes plus tard, la porte de la cellule s'ouvrit et Anderson en sortit, suivi d'un Ewan Ross qui avait l'air d'un ours qu'on aurait réveillé en plein hiver avec un seau d'eau glacée. Ewan s'arrêta devant Hamish. Il se massait les poignets. « Alors, c'est le révérend ?» demanda Ewan de sa voix grave. « C'est lui, » confirma Hamish. « Une dispute qui a mal tourné. L'orgueil, Ewan. Toujours l'orgueil. » Ewan cracha par terre, manquant de peu la botte de Hamish. Je savais qu'il avait l'air trop propre sur lui. « Merci, Macbeth. Je suppose que je te dois une pinte. Disons une bouteille, Ewan. Et peut être une ou deux de tes belles truites fumées pour Lugs. » Il a été très courageux. Ewan esquissa ce qui ressemblait à un demi-sourire. Une fissure rare dans son visage de pierre. Ça marche. Mais si Blair revient me voir, je le jette dans le loch. Et cette fois, je ferai le nœud moi-même.
Il sortit dans la nuit, libre. Le lendemain matin, la nouvelle de l'arrestation du révérend Wellington s'était répandue dans l'Ogdoubaf plus vite qu'une épidémie de grippe. Lorsque Hamish sortit du poste pour prendre l'air, il trouva les sœurs Curie déjà en poste devant l'épicerie. Elles se précipitèrent vers lui comme deux petits oiseaux affamés. « Hamish, Hamish, c'est vrai? Le révérend ?» piailla Nessie. « Nous le savions !» s'exclama Jessie. Hamish haussa un sourcil. « Vraiment? Hier encore, vous me disiez que c'était Ewan, et avant cela que c'était un complot politique. »« Oh, Hamish, ne soyez pas mesquin, » réprimanda Jessie. « Nous avons toujours trouvé qu'il avait un regard fuyant, et ses sermons étaient bien trop longs. » ajouta Nessie comme si c'était une preuve de culpabilité criminelle. Un homme qui parle autant a forcément quelque chose à cacher. Et sa pauvre femme, elle va devoir déménager. Quelle honte pour la paroisse. Mais cela fera une belle histoire pour quand ma cousine d'Édimbourg viendra nous voir. Elles repartirent, bras dessus, bras dessous, ravis de ce nouveau rebondissement qui allait nourrir leur conversation pour les 10 prochaines années. Hamish regarda le village s'éveiller sous un soleil timide qui perçait enfin les nuages. La vie reprenait son cours. Patel ouvrait son rideau de fer, le facteur commençait sa tournée, et au loin, sur le loch, une barque solitaire glissait sur l'eau calme. L'ordre était rétabli. Blair allait s'attribuer tout le mérite. Morag Drury allait s'enfermer dans sa dignité blessée. Et Hamish Macbeth allait pouvoir retourner à ce qu'il faisait de mieux. Ne rien faire, ou du moins, le faire croire. Il sentit une présence à ses côtés. C'était Priscilla promenant son chien. Elle s'arrêta, élégante et fraîche comme une rose anglaise. « Beau travail, Hamish », dit-elle doucement. « Je n'ai fait que ramasser les morceaux, Priscilla. Tu fais ça très bien. Mon père est soulagé. Il avait peur que l'affaire traîne et fasse fuir la clientèle. Il a envoyé un panier garni au poste. Il y a du pâté de faisan. Lugs va adorer, dit Hamish avec un sourire. Priscilla hésita un instant, puis posa une main gantée sur le bras de Hamish. « Tu devrais venir dîner à l'hôtel ce soir, en civil. Je paierai l'addition. » Le cœur de Hamish fit son habituel bond de cabri. C'était une miette d'affection. Mais pour un homme affamé, une miette est un festin. « J'y serai, dit-il. » Elle lui sourit, un vrai sourire cette fois, et s'éloigna. Hamish la regarda partir, puis se tourna vers Lugs qui attendait, la queue battante. « Tu as entendu, Lugs? Du pâté de faisan et un dîner avec Priscilla? Finalement, le crime paie, pour ceux qui le résolvent. » Il rentra dans le poste, ferma la porte sur le monde extérieur et mit la bouilloire à chauffer. Il restait un dernier rapport à écrire, le chapitre final d'une histoire triste, mais pour l'instant, il y avait du thé, un chien fidèle et la promesse d'une soirée douce. Chapitre 10. Le retour des eaux calmes. Le lendemain de l'arrestation du révérend Wellington, le soleil décida enfin de gratifier l'Ogdoub de sa présence. C'était un soleil timide, pâle et à queue, qui peinait à réchauffer les pierres humides des cottages, mais sa simple apparition suffisait à changer l'humeur du village. La brume s'était levée, dévoilant le loch dans toute sa splendeur tranquille, une étendue miroitante qui ne gardait aucune cicatrice des événements tragiques de la veille. La bannière « Bienvenue à la journée du loch », qui pendait tristement de travers, fut décrochée par M. Patel et le facteur, Patrick. La fête était officiellement annulée, ou plutôt elle avait été remplacée par un divertissement bien plus savoureux pour les habitants, le scandale. Hamish Macbeth, assis sur le banc devant le poste de police, observait le manège. Il avait troqué son uniforme contre un vieux pull en laine à col roulé, un peu mité au coude et un pantalon de velours côtelé. Lugs était couché à ses pieds, ronflant doucement, le ventre plein du fameux pâté de faisan offert par le colonel Alberton Smythe. « Eh bien, Hamish, c'est une affaire rondement menée, » lança une voix familière. C'était Angela Brody, le panier au bras, en route pour l'épicerie. Elle s'arrêta, son visage rond illuminé par un sourire bienveillant. « Si l'on peut dire Angela, » répondit Hamish en plissant les yeux face à la lumière. « Wellington a été transféré à Inverness ce matin. Il a plaidé coupable pour l'homicide involontaire et l'entrave à la justice. Avec un bon avocat, il s'en sortira peu, être avec quelques années. »« Et sa pauvre femme ?» demanda Angela, dont la compassion s'étendait toujours aux victimes collatérales. « Elle part vivre chez sa sœur à Glasgow. Elle ne pouvait pas supporter les regards. Vous savez comment c'est ici ?» Angela hocha la tête en jetant un coup d'œil vers l'épicerie, où les sœurs Curie tenaient déjà leur cours habituel.
En parlant de regard, je vois que le tribunal de l'opinion publique est en séance, soupira-t-elle. Nessie et Jessie Curry, postés stratégiquement près de la caisse de fruits et légumes, étaient en grande conversation avec la femme du boucher. Hamish pouvait presque lire sur leurs lèvres les mots « hypocrite »,« argent » et « châtiment ». « Elles sont heureuses », commenta Hamish avec philosophie. « Rien ne soude une communauté comme la chute d'un de ses piliers moraux. Cela rassure tout le monde sur ses propres petits péchés. » Un bruit de moteur se fit entendre et la grosse voiture de police de Strathbane apparut au coin de la rue. Elle s'arrêta devant le poste, le moteur tournant au ralenti. La vitre arrière s'abaissa, révélant le visage rubicond et satisfait de l'inspecteur-chef Blair. Il portait un costume frais et une cravate qui jurait moins que d'habitude. Il avait l'air d'un homme qui venait de gagner le tiercé sans avoir misé un sou. « Macbeth !» héla-t-il. « Je rentre au quartier général. Le rapport est bouclé. Les journalistes ont adoré ma déclaration sur la persévérance méthodique de la police de Strathbane. Je suis sûr qu'ils l'ont imprimé mot pour mot, monsieur, » répondit Hamish sans se lever. « Exactement. J'ai mentionné ton nom, bien sûr, dans une note de bas de page. J'ai dit que l'agent local avait facilité l'accès au lieu. Ne me remercie pas. Je n'y pensais même pas, monsieur. » Blair renifla, un sourire méprisant aux lèvres. « Essaie de ne pas laisser ce village sombrer dans l'anarchie d'ici ma prochaine visite. Et fais quelque chose pour tes cheveux. On dirait un nid de cigogne. Anderson, on y va. » L'inspecteur Anderson, au volant, adressa un petit signe de la main discret à Hamish dans le rétroviseur et la voiture démarra en trombe, éclaboussant légèrement les bottes d'Angela Brody. « Quel homme charmant !» dit-elle en essuyant sa chaussure sur l'herbe. « On se demande comment le crime ose exister avec un tel génie à nos trousses. » Hamish rit doucement. Blair était parti, le révérend était sous les verrous, et Ewan Ross était libre de péché. L'équilibre cosmique de Logdub était rétabli. « Je dois vous laisser, Hamish, » dit Angela. « Le docteur attend son déjeuner. Il paraît que vous dînez au château ce soir ?» Hamish rougit légèrement. À Logstub, Abesh, même vos projets de dîner étaient connus avant que vous n'ayez faim. Oui, une invitation de Priscilla. Profitez-en, mon garçon, et mettez votre beau costume, celui qui ne sent pas le chien mouillé. Hamish regarda Angela s'éloigner, puis rentra dans le poste pour se préparer. La soirée tomba doucement sur le village, teintant le ciel de nuances violettes et or. Hamish, vêtu de son unique costume sombre qui sentait un peu la naphtaline, mais qui était propre, monta la colline vers l'hôtel Tomel Castle. Il avait laissé Luggs et Soncy en compagnie d'un reste de saumon, s'assurant ainsi une paix royale pour quelques heures. L'hôtel était un monde à part. Les tapis étaient épais, les lustres scintillaient, et l'air sentait la cire en caustique et les fleurs fraîches. Le colonel Alborton Smythe l'accueillit dans le hall avec une poignée de main vigoureuse. « Hamish, bon travail pour cette affaire Drury. Une triste histoire, mais vous avez évité que cela ne traîne en longueur. Les clients détestent voir des policiers partout, cela gâche le paysage. Merci, colonel. J'ai fait ce que j'ai pu. Allez, Priscilla vous attend dans la salle à manger. Je vous ai fait mettre la table près de la fenêtre. La vue est imprenable. » Priscilla était assise à une table isolée, éclairée par une bougie. Elle portait une robe en soie bleu nuit qui faisait ressortir la clarté de ses yeux. En la voyant, Hamish sentit ce vieux pincement au cœur, cette douleur familière d'aimer quelque chose d'inaccessible. Elle lui sourit quand il approcha. « Tu es très élégant, Hamish. Ce costume te va bien. Il date de l'enterrement de ma tante il y a 5 ans, avoua-t-il en s'asseyant. J'espère que je n'ai pas grossi depuis. » Le dîner fut exquis. Du cerf en croûte, accompagné d'un vin rouge velouté que Hamish but avec une appréciation silencieuse. Ils parlèrent de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet du meurtre. Priscilla raconta son dernier voyage à Londres, les pièces de théâtre qu'elle avait vues, les gens qu'elle avait rencontrés. Hamish l'écoutait, fasciné par ce monde brillant qui lui était étranger, mais ne ressentant aucune envie d'y appartenir. Au moment du café, un silence confortable s'installa entre eux. Priscilla jouait avec sa cuillère en argent. « Tu sais, Hamish, dit-elle soudainement, père pense que tu devrais demander une promotion. Après cette affaire, Blair ne pourrait pas te la refuser. Tu pourrais aller à Strathbane, devenir sergent, voire inspecteur. » Hamish posa sa tasse. Il regarda par la fenêtre. De là-haut, on voyait les lumières de Logdub scintiller comme des étoiles tombées dans la vallée. On devinait la forme sombre du poste de police, la fumée qui sortait de la cheminée des Brody, et même l'ombre de la barque d'Ewan Ross sur le lac. Strathbane ?
dit-il doucement, pour passer mes journées dans un bureau gris, à remplir des formulaires et à écouter Blair hurler, pour vivre dans un appartement en béton au lieu de mon cottage, tu aurais plus d'argent, insista doucement Priscilla. Plus de statut. Le statut, c'est ce qui a tué Malcolm Drury, Priscilla. Il voulait être important, il voulait être riche, et il a fini avec une corde à la cheville au fond de l'eau. Il se pencha vers elle, son visage éclairé par la flamme de la bougie. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai un toit, j'ai mes animaux, j'ai des amis qui me donnent du ragoût quand j'ai faim, et j'ai la paix. Pourquoi voudrais-je échanger cela contre de l'ambition? Priscilla le regarda longuement, une lueur de tristesse ou était-ce de regret dans ses yeux. Tu es incorrigible, Hamish Macbeth. C'est sans doute pour cela que je ne pourrai jamais t'épouser. Tu es trop content, et moi j'ai besoin de mouvement. C'était dit sans méchanceté, un simple constat d'une vérité qu'ils connaissaient tous les deux. Ils étaient deux espèces différentes, un aigle et un héron, capables de voler dans le même ciel mais pas de nicher ensemble. Je sais, dit Hamish simplement, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier le dîner. Ils finirent leur repas dans une atmosphère mélancolique mais douce. Quand Hamish prit congé, Priscilla l'accompagna jusqu'à la porte. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue, un baiser léger, parfumé et fugace. « Fais attention à toi, Hamish. Ce village a besoin de son gardien même s'il refuse de porter l'uniforme correctement. » Hamish redescendit vers le village sous un ciel étoilé. L'air était frais et pur. Il se sentait léger. La tristesse de l'amour impossible était là, bien sûr, comme une vieille amie, mais elle ne pesait pas lourd face à la satisfaction du devoir accompli et du retour au calme. En arrivant au poste, il vit de la lumière à la fenêtre. Il entra. Lugs l'accueillit avec un aboiement joyeux, et même Sunsi daigna descendre du buffet pour frotter sa tête contre sa jambe. Hamish retira sa veste de costume, desserra sa cravate et remit l'eau à bouillir pour sa dernière tasse de thé de la journée. Il s'assit à sa table de cuisine, entouré de ses bêtes. Dehors, le loch clapotait doucement contre le quai, murmurant ses secrets à ceux qui savaient écouter. Malcolm Drury était parti, le révérend paierait sa dette, et Lockdube continuerait de tourner, immuable, indifférent aux ambitions des hommes. Hamish sourit, un sourire tranquille de Highlander. « Allez, vous deux, dit-il à ses animaux. Extinction des feux. Demain est un autre jour, et qui sait, Monsieur Patel aura peu, être reçu des biscuits au gingembre. » Et tandis que la lumière s'éteignait dans le petit poste de police, le village de Lockdube s'endormit enfin, bercé par le silence rassurant des eaux calmes. Voilà qui conclut notre enquête à Lockdube, Hamish Macbeth, qui trouble les eaux. Comme toujours avec Hamish, la justice a été rendue non pas par la force ou la science, mais par la connaissance du cœur humain et un bon sens à toute épreuve. Nous laissons notre policier roux profiter de sa tranquillité retrouvée, au moins jusqu'au prochain crime ou à la prochaine inspection de Blair. J'espère que cette immersion dans les Highlands vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne, et de partager vos théories en commentaire. Aviez-vous deviné que le révérend cachait un si lourd secret? Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine affaire, qui nous emmènera peu, être vers d'autres horizons mystérieux. D'ici là, gardez l'œil ouvert et méfiez-vous des eaux qui dorment. Bonsoir à tous.